La finance, c'est l'outil de collaboration par excellence. C'est la capacité pour n'importe quel individu dans le monde de réaliser son rêve. La seule unité qui t'appartient dans ce monde, c'est ton temps. Et ce temps, il est échangé contre l'argent. Et quand cet argent, tu le redonnes à un entrepreneur, tu redonnes ton temps et donc tu redonnes tout ton pouvoir. Notre grande ambition, c'est de permettre à chaque individu de regagner son pouvoir, le pouvoir qu'il mérite, qui lui a été attribué à la base, parce que ça, c'est important, je pense, pour la direction de l'humanité de façon générale. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Anthony. Salut, merci pour l'invitation. Avec plaisir, comment tu vas ? Super, content d'être là samedi matin. Ouais. Je me suis couché tard hier parce que j'ai fait un tournoi de paddle. Ça fait 1 heure qu'on parle, tu m'as pas encore dit que tu jouais au paddle. Faut qu'on se fasse un tournoi, faut qu'on se fasse un truc. Avec grand plaisir, ouais. Hier soir aussi, gros tournoi de paddle hier soir. Ouais, gros tournoi de paddle, donc je me suis dit, on a presque perdu, j'ai blâmé la perte sur le podcast. Ah ouais ? Oh là là. Bon, en tout cas, là, on va faire un sacré épisode. Ça fait plaisir de pouvoir t'avoir ici sur le déclic. Anthony, tu es cofondateur, CSO de Swissborg. Swissborg, la plupart des gens l'ont déjà entendu parler, j'en suis quasi persuadé. Dès que tu t'intéresses au monde de la crypto, au Web3, aux exchanges, même maintenant à la DeFi d'ordre général, mais aussi même à tout ce qui est e-sport, gaming autour de la crypto, etc. Donc ça va être un sacré épisode, franchement. Swissborg en quelques chiffres. J'ai pris des notes ici exceptionnellement pour cet épisode. Vous êtes lancé en 2017. Vous avez fait une ICO avec une levée à 52 millions. Revenu 2021, 50 millions de dollars. 750 000 utilisateurs à l'actuel. Dans plus de 100 pays différents. 220 collaborateurs. Une valo dynamique suite à votre série A qui vient de se terminer à 220 millions pour la société. Vous êtes un exchange décentralisé, mais bien plus, votre mission c'est de créer la banque du futur, l'adoption massive du Web3, et surtout vous êtes parmi les leaders de la crypto en Europe. J'ai envie de revenir dans cet épisode sur énormément de sujets dans le cadre de votre évolution sur ces 6 dernières années. Quand tu passes d'une startup Web3 à littéralement une scale-up, quand tu passes de quelques collaborateurs à plus de 200 collaborateurs, également la team, la core team, on va parler notamment aussi de Cyrus, de Axel, mais de toutes les autres, de toutes les autres personnes qui font que ce projet est ce qu'il est aujourd'hui, des 7 couches également de ce que vous proposez. Je sais que vous en avez fait des vidéos, etc., qui sont absolument fascinantes, extrêmement intéressantes sur votre chaîne YouTube. J'invite d'ailleurs les gens qui nous écoutent et qui veulent aller plus loin après avoir visionné cette interview à regarder les liens qu'on mettra sous l'épisode vidéo et sous l'épisode audio pour en savoir plus. Mais avant ça, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, parce qu'ici aujourd'hui on est avec toi, Anthony spécifiquement, qui es-tu ? Présente-toi. Ok, cool. Alors comme tu l'as rappelé, je m'appelle Anthony. J'ai cofondé Swissborg il y a à peu près 6 ans maintenant. Ouais. Le temps passe super vite dans l'entrepreneuriat, tu t'en rends pas compte forcément. J'ai 37 ans. Voilà, je suis français. J'ai fait mes études dans le sud de la France. J'ai fait une école d'ingénieur. J'ai commencé ma carrière dans quelque chose d'extrêmement traditionnel qui est la finance. Donc je faisais analyse quantitative. Après j'ai fait des postes de gestion de fortune, des choses comme ça. Donc dans la finance très traditionnelle. Et je pense que voilà, quand tu fais des études, tu es assez formaté à un certain mode de pensée. Donc tu es très orienté à se connecter au succès de l'entrepreneur, enfin au succès dans une structure telle que c'est défini dans les écoles, dans la façon dont tu évolues. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, parce que quand tu sors de tes études, tu as 25 ans, tu ne te connais pas forcément. Donc tu es amené à penser par rapport à ce qu'on t'a dicté, qu'est-ce qu'on t'a dit qui était juste. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, donc j'ai commencé à travailler à Paris. Ouais. J'ai travaillé avec des gens exceptionnels, j'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est vrai que c'était pas Paris, ça reste une capitale financière importante, mais c'est pas aussi sulfureux que Londres, si tu veux, d'une certaine façon. Donc après, je suis parti à Londres.
dans lequel j'ai une vie beaucoup plus dans le trading, dans des choses beaucoup plus sulfureuses. Donc, c'était assez intéressant. J'ai beaucoup découvert sur moi-même aussi. Et ensuite, à la suite de ça, je suis parti dans le chemin entrepreneurial. Parce que c'est vrai que je me suis senti un peu en disconnexion avec la finance. J'ai toujours beaucoup aimé la finance parce que même si on voit la finance, on voit ça comme quelque chose de faire plus d'argent avec de l'argent. Mais la réalité, c'est que si tu t'intéresses vraiment à la finance, c'est l'outil de collaboration par excellence. C'est la capacité pour n'importe quel individu dans le monde de réaliser son rêve. Donc c'est-à-dire que si demain mon rêve ou ma conviction, ou ce que je pense que la direction que l'humanité doit choisir, ou quelque part l'héritage que je veux donner à la prochaine génération, c'est par exemple de voyager sur Mars ou Vénus ou whatever, ou la Lune. C'est ma propre conviction, mais je n'ai pas forcément les compétences techniques pour le réaliser. En revanche, ce que je peux faire, je peux échanger mon argent, qui la plupart du temps a été échangé en échange de mon temps. Donc quelque part, je redonne mon temps quand j'investis, puisque je le fais à travers de l'argent, qui est juste une unité, si tu veux, de transition. Et qu'est-ce que je peux faire ? Je peux donner cet argent qui a été échangé de mon temps dans le passé à des entrepreneurs qui, eux, ont la compétence de créer ce futur. Parce que c'est vrai qu'au-delà de l'argent que potentiellement je vais dégager en faisant cet investissement, plus important que ça, c'est un outil de manifestation. C'est-à-dire que je vais manifester un futur. Si demain on décide collectivement de donner tout notre argent à Elon Musk, on va avoir un futur qui va être dicté par qu'est-ce que Elon Musk et les gens qui travaillent avec lui, bien évidemment, veulent et pensent. Ouais. Si on décide de donner ça à un écologiste, par exemple, très certainement, le futur qu'on va créer collectivement va être différent. Donc ça, je pense que c'est très important. On ne le met pas assez autour de la table. On perd et je pense que on en discutait avant le podcast, on rentre dans une société qui est très mécanique et qui se focus beaucoup sur la mécanique, mais qui oublie tous les effets beaucoup plus profonds qui sont en fait dans toutes ces choses mécaniques qui viennent. Et la finance, c'est le parfait exemple, dans le sens où finance, c'est faire de l'argent avec de l'argent, où est-ce que je peux investir pour faire plus d'argent ? Et on reste dans ce débat qui, effectivement, c'est un effet mécanique. L'investissement va te donner une plus-value, une moins-value. Mais plus important que ça, c'est un outil de collaboration. Et c'est un outil d'expression aussi. Moi, à ma hauteur individuelle, je peux contribuer à un futur. Et ça, c'est très important. Et moi, je me suis toujours senti connecté à ça. Donc, je me suis toujours dit, quand je travaillais à Londres, qui est extrêmement mécanique, les Britanniques sont très, très mécaniques. Ce qui n'est pas le cas forcément des Français, par exemple. Donc, comme je disais, quand je travaillais à Paris, j'avais vraiment cette chance d'être avec des gens super intéressants et très connectés à qu'est-ce que c'est la finance, tu vois, au-delà justement de cet aspect très monétaire. Et en étant à Londres, ça m'a un peu dégoûté, si tu veux. Mais ça m'a dégoûté de le faire ça dans des banques ou dans des institutions qui sont vraiment axées sur cette notion purement de profit. Mais voilà, j'avais cet amour pour la finance. Et donc, du coup, j'ai commencé mon chemin entrepreneurial. Donc, je suis retourné, je vivais à Londres dans une grande maison avec 2 autres gars qui travaillaient aussi en finance. On faisait la fête tout le temps, on gagnait pas mal d'argent. Mais voilà, il y a quelque chose, je pense qu'il y a des moments de ta vie, j'ai eu plusieurs signaux qui m'ont rappelé à quelque part d'autre. Donc, je suis reparti sur le sofa, sur le canapé de ma mère. J'ai accepté de faire un peu ce pas en arrière et j'ai commencé l'entrepreneuriat. Et donc, voilà, différents chemins qui m'ont conduit à Swissborg en 2017. Et qui nous ont conduit là aujourd'hui, voilà, comme tu le disais, avec tous les chiffres, qui sont finalement, quand tu dis ça, c'est vrai que ça résonne, mais en même temps, je me dis, c'est encore le début, quoi. Ouais, pour plein de raisons. On en parlera tout à l'heure, justement. Dans une vidéo promotionnelle, Cyrus démarre en disant nous avions un rêve il y a 5 ans. Regardez ce qu'on a mis en place, regardez ce qu'on a construit. On parlera notamment de la suite, de l'objectif, de la vision, du futur de Swissborg tout à l'heure. Tu parles d'argent, ici tu parles de finance. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la monnaie fiat et qu'est-ce qui fait qu'en fait tu t'es orienté vers le monde de la crypto lorsque tu as voulu expandre ton aventure entrepreneuriale et puis donner vie à tes idées, à tes projets pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, là où vous en êtes aujourd'hui. Je sais que vous en parlez notamment sur votre site de l'avenir de la monnaie fiat de manière indirecte. J'ai trouvé ça extrêmement pertinent et ça rejoint aussi la vision et les valeurs justement de Swissborg et ce que vous faites, pourquoi vous le faites au quotidien. Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que la première chose, c'est qu'on vit dans un monde où finalement c'est extrêmement dur de comprendre mais c'est quoi l'argent ? Et c'est vrai que
si tu veux, même avant de faire des cryptos, même en ayant fait une école d'ingénieur, en ayant travaillé quasi 10 ans dans la finance traditionnelle, avant de faire de la crypto, je me suis jamais réellement posé la question. Pourtant, tu te lèves le matin, première chose que tu penses, c'est est-ce que je vais bien, est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai une mauvaise haleine, et la deuxième, troisième chose que tu penses, c'est est-ce que je vais faire de l'argent, est-ce que j'ai assez d'argent sur mon compte en banque. Et donc c'est assez marrant de voir en fait à quel point l'humanité de façon générale est obsédée par quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc quand tu commences à t'intéresser à ce que c'est l'argent, parce que c'est vrai qu'en allant dans la direction de la crypto, et très honnêtement, la première fois que j'ai fait de la crypto, c'était des voies purement spéculatives. Hein. Donc je suis rentré juste pour faire de l'argent, puis après je me suis intéressé à tout ce qu'il y a derrière, on pourra en parler je pense. Mais c'est intéressant de voir à quel point on ne comprend pas qu'est-ce que c'est l'argent, et je pense que l'une des premières choses que tu dois faire, si tu veux t'y intéresser, c'est aussi comprendre son histoire. C'est-à-dire que la période qu'on vit aujourd'hui, c'est une période qui est extrêmement finalement courte et qui est expérimentale. Et en fait, tu te rends compte que l'argent a tout le temps évolué de différentes manières et de différentes, on dit shapes, donc formes, à travers l'histoire, du monde des tribus à l'Empire romain. Même si tu regardes, aujourd'hui, c'est évident pour nous que le dollar, c'est la monnaie dominante. Mais il n'y a pas tant que ça, c'était l'Empire au niveau des Pays-Bas, ensuite c'est devenu l'Angleterre, et aujourd'hui les États-Unis. Et il y a Ray Dalio qui a un bouquin qui explique très bien ça, comment la transition de monnaie se fait, des pouvoirs en fait, puisque c'est très lié. Mais c'est très intéressant de voir qu'en fait, avant tout, moi, si je dois résumer qu'est-ce que c'est l'argent, c'est une question de croyance. Si on croit collectivement que quelque chose a de la valeur, alors c'est de l'argent. Et parce que c'est une convention. En soi, si tu regardes un billet de banque, sa valeur intrinsèque, c'est quasi nul, parce qu'il a fallu très peu pour le produire. En revanche, parce que collectivement, on a décidé que ça valait quelque chose, et c'est cette croyance collective qui permet à cette chose de maintenir son argent. Maintenant, plus techniquement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On est avec ces monnaies fiat, donc c'est pareil, si tu regardes l'évolution des fiat, finalement, elles sont nées lorsqu'on a décidé que les monnaies ne seraient plus indexées à l'heure et qu'on les laisserait flotter en fonction de décisions politiques. Et donc, du coup, on rentre dans un monde qui est à la fois, encore une fois, expérimental. Même les gens qui sont à la tête des banques centrales et qui sont à la tête de décider qu'est-ce que c'est la monnaie, c'est aussi une période très, très particulière pour eux et expérimentale. Donc, ils ne sont pas toujours en contrôle, même si, effectivement, c'est leur devoir de faire, au sein du public, de faire croire qu'ils savent tout ce qu'ils font, mais ce n'est pas la réalité. Et donc, du coup, tout ça pour dire que même quand les élites ne savent pas, c'est extrêmement difficile pour le public de savoir quoi penser. On vit dans une période en plus où il y a énormément d'informations qui est disponible et on ne sait plus à quoi se référer. Mais la réalité qui est à mon sens assez triste, c'est que finalement, chaque période, chaque cycle qu'on observe aujourd'hui ne va créer que des monnaies fiat qui perdent leur valeur. Et donc quand tu as des gouvernements qui finalement sauvent le système, comme on est en train de le voir aujourd'hui, avec encore une fois des excès dans les banques qui finalement privilégient leurs actionnaires plutôt que leurs clients. En fait, finalement, quand il y a des banques centrales ou quand tu as des gouvernements qui interviennent, collectivement, on s'appauvrit. C'est juste que c'est assez pervers et subtil parce que finalement, on imprime énormément de monnaie. La majorité de la monnaie, 97% de la monnaie est créée de façon digitale, donc c'est quelque part, on ne le ressent pas. Mais en même temps, la valeur qu'on a, alors on commence à le ressentir aujourd'hui avec les effets d'inflation, mais l'inflation, elle existe depuis énormément de temps. C'est juste que là, elle commence à se matérialiser dans les biens quotidiens. Mais quand tu regardes la montée de l'immobilier, même la montée des actions, du Bitcoin, etc., est-ce que c'est le Bitcoin qui monte ou est-ce que c'est nos valeurs références qui se dévaluent ? Et c'est ça la grande question. Et donc, ce que je trouve qui est vraiment malsain, c'est que la monnaie est devenue quelque chose de tellement compliqué à comprendre, la dynamique, que finalement elle échappe au plus grand nombre, et même je dirais pratiquement à tout le monde. Ouais. Mais le dénominateur commun que je vois depuis... moi j'ai commencé ma carrière dans la finance en 2008. Le premier jour où je fais mon stage, donc je fais un stage dans un hedge fund, et le premier jour il y a la banque Bear Stearns aux États-Unis qui fait faillite, et on me dit il va falloir que tu trouves un nouveau stage parce que le fonds d'investissement va fermer. Donc je suis vraiment cette génération qui est rentrée dans cette nouvelle phase de la finance, avec les banques centrales qui printent énormément de monnaie, qui impriment énormément de monnaie. Donc du coup ça fait quasiment 20 ans maintenant, 15 ans
15 ans. Que je vis ça, que je regarde ça, que je m'y intéresse, par intérêt intellectuel, mais aussi parce que c'est mon métier. Et le dénominateur commun, c'est que, en fait, les gens qui échappent au système, qui échappent à la capacité d'investir, ils deviennent de plus en plus pauvres. Complètement. Et ça, c'est jamais quelque chose qui va s'arrêter. Et le seul moyen qu'on peut échapper à ça, mais effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, c'est de dire collectivement, en même moment, on arrête d'utiliser les fiat et on utilise quelque chose d'autre. Justement, on va y venir, on utilise quelque chose d'autre. Tu parlais de la crypto tout à l'heure, du fait que tu t'es intéressé d'abord de prime abord à la crypto-monnaie d'un point de vue purement spéculatif. La plupart des gens qui nous écoutent ici sont des entrepreneurs ou des investisseurs. Peut-être que certains même qui nous écoutent ont entendu parler de la crypto bien sûr, mais n'ont pas forcément de wallet, n'ont pas forcément investi, ne comprennent pas forcément l'utilité de la crypto, outre l'aspect spéculatif justement. Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de la crypto, de l'utilité de la crypto, de ta vision de la crypto-monnaie en tant qu'utilisateur, early adopter et aussi en tant que CSO de Swissborg? Ouais, c'est une question très intéressante, mais aussi qui est assez large. Il y a deux choses. Déjà, je pense que ce qui est important dans le débat d'aujourd'hui, qu'il faut rétablir, c'est que quand on regarde la crypto de façon générale, il y a deux choses. Il y a la technologie, qui s'appelle la blockchain, et qui est une évolution massive pour le monde digital, et on peut en parler. Mm-hmm. Et ensuite, il y a l'asset. Donc, en fait, c'est ce qui reste du protocole qui peut être, donc de la blockchain, qui peut être investi. Donc, c'est l'unité qui est reliée à cette technologie et qui peut être investie. Donc, les deux sont potentiellement séparables. Si tu prends Bitcoin, par exemple, d'un point de vue protocolaire, donc si tu regardes purement la technologie, c'est pas la meilleure des technologies, de loin. Mais en revanche, c'est très certainement l'asset en termes digital qui est le plus robuste. Pourquoi ? Parce que tu as une marque, donc les gens reconnaissent ça, tu vois, et ça a une valeur. C'est aussi finalement un peu l'étalon, donc c'est le point de référence pour l'ensemble des autres cryptos. Donc tout ça, c'est important. Ça a de la valeur aussi en elle-même en tant qu'actif financier. Donc ça, c'est très important. Après, la façon dont je le vois, c'est finalement, et c'est un peu triste à dire, parce que on voit ça non seulement se manifester au sein de la crypto, mais aussi avec toutes les nouvelles tendances qu'il y a dans la AI, comme on dit en français, ouais, intelligence artificielle. Intelligence artificielle, voilà. C'est finalement, quand tu regardes la crypto, on dit on va créer en fait une monnaie qui va plus être décidée par des humains, mais qui va être décidée par un programme informatique pour que collectivement, on ait un point de référence qu'on sait que il peut pas changer. D'accord ? Donc en fait, finalement, on avance dans une société qui fait de moins en moins confiance à l'humain et qui fait de plus en plus confiance à un programme. Ouais, ou des protocoles. Et en fait, ça vient de l'idée de dire, ok, si demain j'élis un homme politique pour me représenter, je vais l'élire sur un programme. D'accord ? Mais qu'est-ce qui empêche cet homme politique de changer son programme ? Rien en fait, parce qu'il y a aucune... même s'il y avait une loi, ça serait certainement contestable, ça serait long, il faudrait aller devant des tribunaux. Donc c'est extrêmement dur en fait de placer sa confiance dans quelqu'un, parce que la confiance finalement elle est liée aussi à l'énergie qui peut se véhiculer, mais elle est liée à des choses qui sont difficilement mesurables. Or on vit dans une société qui a besoin tout le temps de mesurer, qui fait des échanges sans forcément se rencontrer physiquement, de moins en moins. Donc merci pour ce podcast physique, c'est rare ces jours-ci. Donc finalement, l'idée de la crypto, c'est de dire on va créer une monnaie, une valeur d'échange où on sait pour sûr, à 100%, que ce qui a été dit va être exécuté. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est d'un point de vue purement technologique, pourquoi c'est un game changer ? Il y a énormément de raisons pour lesquelles c'est vraiment quelque chose qui change énormément de choses au niveau bancaire. Mais si tu veux, même quand tu effectues aujourd'hui une transaction avec ta carte bleue, tu as l'impression que c'est instantané, mais c'est une illusion du système. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tu as énormément de gens et ça prend 2, 3, 4 jours pour que la transaction soit effective, c'est-à-dire qu'elle part de mon compte en banque vers le tien. Et ça prend énormément de temps. Il y a énormément d'intermédiaires qui sont mis en jeu. Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'échanger à la vitesse à laquelle on a besoin d'échanger les possessions qu'on a à la vitesse à laquelle l'information est échangée. C'est ça le besoin de la société. Et la réalité, c'est que le système bancaire tel qu'il a été designé aujourd'hui ne peut pas faire ça. Donc on est toujours en train d'essayer de faire des changements, de tronquer, etc. le système. Et donc ça crée aussi énormément d'opacité. Tu vois, moi je regarde pas énormément YouTube, mais
Comme je te disais, j'ai ma copine qui m'envoie soit des TikTok stories, soit des vidéos de YouTube. Et t'avais un gars qui disait, putain, la dernière fois, j'ai essayé de retirer un demi-million. Bah, c'est beaucoup d'argent, hein, mais on met 45 jours, quoi. Et c'est parce qu'en fait, effectivement, le système bancaire, il est fait d'une telle façon qu'il n'a pas été designé, finalement, pour pouvoir scaler, pour pouvoir se calibrer à la vitesse de l'information. Ouais. Et donc, la crypto, c'est un système qui est complètement autonome, qui permet de faire toutes les opérations d'une banque. Parce que qu'est-ce que c'est une banque ? C'est une feuille Excel qui dit tiens, Alec, il a tant d'argent, Anthony, il a tant d'argent, Cyrus, il a tant d'argent. Et une autre feuille Excel de l'autre côté qui dit exactement la même chose. Et eux, ils doivent se mettre d'accord. Et la crypto, en fait, c'est ça. C'est 2 feuilles Excel qui sont synchronisées par une technologie qui n'a besoin d'aucun intermédiaire pour s'updater. Et donc, on est capable de refaire tout le système en fait, bancaire simplement avec cette technologie. Super intéressant, justement. Maintenant qu'on a toutes ces informations, avant qu'on rentre dans le deep de la journée de Swissborg et de l'entrepreneur que tu es, que vous êtes, c'est quoi, pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent peut-être la crypto, mais aussi Swissborg, la mission de Swissborg au travers de tout ça ? Ouais, c'est une bonne question. Et je pense que ce qui nous distingue aussi de la majorité des acteurs que tu vois aujourd'hui en crypto, c'est qu'on a une vraie mission. Donc on n'est pas là que pour le business. Tu peux facilement faire de la crypto pour le business, c'est un très bon business. Tu vas vendre des cryptos, tu vas faire énormément d'argent, c'est un business comme les autres. Et certainement après, si tu dois faire autre chose comme vendre, je sais pas, des pilules, tu le feras. Nous, on est vraiment venus avec cette idée de se dire, comme je te le disais au début du podcast, la finance, c'est un outil de collaboration, donc ça me permet, en fait, moi, de manifester en tant qu'individu. Et ça, il y a beaucoup de pouvoir, tu vois. Si tu m'enlèves ce pouvoir de manifestation, en fait, dans mon existence, tu m'enlèves une grande part de ma raison d'exister. Si tu regardes la finance, avant la crypto, ou avant la fintech, quoi, de façon générale, quoi, donc la finance qui associe la technologie à la finance, on est beaucoup dans un narratif qui dit « Ok, toi tu travailles, d'accord, tu vas gagner de l'argent, et après tu vas me le donner, moi, financier, parce que je suis plus intelligent que toi, je sais mieux quoi faire de ton argent, et de toute façon la finance c'est trop compliqué pour toi. Donc tu vas me donner ton argent, et moi je vais décider sur quoi l'investir. Et puis je te donnerai ta retraite. » Quand tu rentres dans ce narratif, qui est le narratif le plus joué dans le truc, je pense, le monde traditionnel. Dans le monde traditionnel, bah finalement, toi en tant qu'individu, tu abandonnes énormément de pouvoir. Donc tu es dans cette relation, on se dit, c'est l'outil de collaboratif le plus grand, c'est l'outil de manifestation pour les sociétés avancées, pour les patries, pour les pays le plus avancés. Et on donne ça à une toute petite minorité qui eux, finalement, vont décider quel est le futur qui mérite d'exister. Et ça, c'est pas juste. Donc nous, au-delà de donner accès à de la crypto, de faire tout un métier très mécanique, finalement, de pur service, notre grande ambition, c'est de permettre, en fait, à chaque individu de regagner son pouvoir, le pouvoir qu'il mérite, qui lui a été attribué à la base, parce qu'encore une fois, la seule unité qui t'appartient dans ce monde, c'est ton temps. Même ton corps, tu vas le rendre à la fin de ta vie. Et la seule chose dont tu as une pure maîtrise, c'est ton temps. Et ce temps, il est échangé la plupart du temps contre de l'argent. Alors après, tu as des relations affectives, des choses comme ça, de l'argent. Et quand cet argent, tu le redonnes à un entrepreneur, bah, tu redonnes ton temps et donc tu redonnes tout ton pouvoir. Donc nous, vraiment, notre ambition, c'est de créer une communauté, mais aussi une range de services qui permettent à chacun, facilement, de pouvoir investir et donc de, quelque part, on dit reclaim, donc regagner son pouvoir. Parce que ça, c'est important, je pense, pour la direction de l'humanité de façon générale. Alors bien évidemment, on ne doit pas être les seuls à le faire, mais c'est vraiment ce qui nous anime. C'est ce qui me fait que tous les matins, je me lève et j'ai cette motivation comme pour jour 1. Magnifique. La motivation du jour 1, j'en reviens. On va parler justement de cette transition finalement où vous passez d'idée à start-up, à scale-up maintenant. Vous êtes passé de 2, 3, 4, 5 collaborateurs à plus de 200 collaborateurs. Lorsque vous confondez justement Swissborg en 2017, où justement il y a la genèse de l'idée, puis après il y a l'ICO, puis boum, c'est tout de suite ça rencontre un succès, le marché prend, etc. Et c'est génial. Est-ce que vous aviez déjà cette même mission, cette même ambition, et est-ce que vous aviez aussi la conscience que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, vous puissiez devenir aussi gros et devenir les acteurs que vous êtes aujourd'hui ?
Ouais, c'est une bonne question. Pour moi, je dis, il y a toujours 2 types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui connaissent très bien un métier, qui connaissent très bien un segment et qui ont une approche assez mécanique parce qu'en fait, ils comprennent les inefficiences et ils se positionnent et avec ces inefficiences, ils montent. Et après, tu as les deuxièmes types d'entrepreneurs qui sont plus rêveurs et donc ils ne prévoient pas toute la trajectoire, donc ils ne connaissent pas réellement bien comment ils vont s'orienter, mais ils ont une destination qui est très claire pour eux. Tu vois, donc c'est ce qu'on appelle une vision. Et cette vision, généralement, elle a été cultivée parce qu'il y a une question de conviction associée à cette vision. Et je pense qu'elle a été cultivée au fur et à mesure des années quand tu accumules de la frustration. Pour moi, la frustration, c'est vraiment le moteur de la vision. C'est le moteur qui va te pousser, le moteur qui va vraiment te donner cette détermination qui va t'amener à bon port. Donc, je pense que nous, on fait partie de cette classe d'entrepreneurs qui sait où il veut aller, mais il ne sait pas encore comment il va y aller. Donc après, tu prends la journée jour par jour, quoi, si tu veux. Donc on s'est lancé, et c'est vrai que je pense qu'il y a toujours une part de la réussite qui vient aussi d'une certaine naïveté, si tu veux, où tu n'es pas toujours en train de vouloir évaluer tout ce que ça va nécessiter, si tu veux, pour arriver à ta destination, mais où finalement l'envie et la croyance va être supérieure à tout. Et donc, si tu veux, la façon dont Swissborg a été créé, c'est de façon très simple. Hein, donc, moi, comme je te disais, je travaillais en finance traditionnelle. Je quitte la finance traditionnelle, je reviens sur le canapé de ma mère, je fais de l'entrepreneuriat pendant 5 ans avec des associés. J'ai appris beaucoup. Voilà, c'est pas terminé de la meilleure des façons, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et donc, je me retrouve à nouveau sur le canapé de ma mère. Donc, c'était marrant parce que je venais d'acheter un appartement, puis finalement, la direction n'était pas celle attendue. Donc, j'ai jamais habité cet appartement, je l'ai loué directement. Et je suis retourné sur le sofa de ma mère, et puis je me dis, putain, merde. Ça fait quand même ça fait 5 ans que tu fais ça, est-ce que tu n'as pas gâché ta vie, etc. Et il y a ce fameux discours de Steve Jobs à Stanford qui dit « Parfois dans la vie, tu peux faire sens de toutes les décisions que tu as faites qu'après. » Donc, tu vas vivre pendant 10 ans et tu vas douter énormément, tu ne comprends pas pourquoi tu fais certaines décisions, parce qu'il y a beaucoup d'instinct malgré tout. Malgré tout ce qu'on veut, on veut toujours chercher la formule magique, mais il y a énormément d'instinct. Et je pense que toutes les formules, tout ce que tu vas entendre, c'est plutôt des sources d'inspiration pour tout trouver toi. Et ce que dit Steve Jobs, il dit tu vas faire énormément de décisions et en fait, à un moment quand ça va marcher, donc peut-être 10 ans, 15 ans après, tu vas dire en fait, toutes ces décisions-là, elles m'ont mené ici. Elles étaient justes. C'est juste que j'avais du mal. Rétrospectivement, quand j'étais dans le parcours, j'avais du mal à comprendre pourquoi. Et donc, du coup, moi, je me retrouve un peu dans cette situation. Je me dis, peut-être que tu as fait des mauvais choix, tu aurais dû rester à Londres. Donc, je suis dans cette période de ma vie où je suis conscient que j'ai appris beaucoup sur moi-même. Et j'ai fait un certain chemin, mais en même temps, je suis en train de douter. Et puis voilà, donc je recherche un peu de l'inspiration. J'ai un ami qui m'appelle, qui me dit « Tiens, tu devrais regarder Dash, c'est le nouveau Bitcoin. » Puis je commence à regarder et je rentre un peu comme ça. Et en même temps voilà, comme je te dis, je suis sur le canapé de ma mère, j'ai un peu rien à perdre. Et je sors plus du tout, je m'isole un peu, tu vois, du reste du monde parce que j'ai besoin de cette introspection sur moi-même. J'achète pas mal de bouquins et je commence à rekiffer lire des bouquins le vendredi soir, le samedi soir, tu vois, m'inspirer de tout ça. Pas nécessairement dans cette volonté de chercher, encore une fois, une formule magique, mais d'être inspiré. Je me rappelle que j'ai un bouquin qui m'a pas mal inspiré, c'est La Voix du pirate, qui est la biographie de Xavier Niel. Ouais. Qui est assez intéressant. C'est un bouquin très intéressant, pas pour le côté mécanique, mais parce que Xavier Niel, c'est quelqu'un qui a une vision depuis qu'il est très jeune et qui, contre tout ce qu'on lui dit, tout ce que la société veut lui dire, tous les standards, en fait, arrive finalement à être lui-même et à réussir contre toutes les attentes, quoi. Et donc ça, c'est très, très inspirant. Et donc, j'ai Cyrus qui habite en Suisse, qui est pareil, même parcours que moi, il a fait 10-15 ans de finance traditionnelle, travailler dans des hedge funds, finalement, être assez successful dans son expérience, si tu veux, traditionnelle. Mais pareil, très déconnecté, en fait, parce que je pense qu'au fur et à mesure, quand tu avances dans la vie, t'as besoin... Enfin, il y a certains individus, je pense, qui ont besoin d'être connectés au niveau du cerveau, mais au niveau du cœur aussi. Et donc, ils ont besoin de croire à ce qu'ils font. Donc lui, c'est pareil, il est assez déconnecté. Donc là, il quitte son dernier poste, il est au chômage, voilà, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et je voyage en Suisse et on est dans cette phase de notre vie. Encore une fois, on a plus de 30 ans, on a une certaine expérience et on a envie de faire quelque chose qui pour nous fait du sens, quoi. Donc je vais chez lui en Suisse,
on est le soir, on se met sur un sofa, puis je commence à parler de la crypto, de ce que j'ai découvert, et puis on commence à dire ça serait génial, mais tu te rends compte, ça. Et en fait, ça allait très vite. Ça, c'était en mars 2017. Et ouais. Ah ouais, ça allait vite. Ça allait super vite. En fait, on a eu la chance que en 2017, la crypto n'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui, donc c'était très dur d'avoir de l'information. Mais en Suisse, tu as tout ce bain d'entrepreneurs crypto qui sont là-bas, qui font ce qu'on appelle des meet-up. Donc, c'est des rencontres informelles que tu as un peu tous les jours où il y a de l'information qui s'échange. Et donc, 6 mois après, on avait levé 50 millions. Et voilà, on commençait notre aventure et on était une douzaine de personnes. Et alors, c'est marrant parce que tout le monde va dire 50 millions, c'est énormément d'argent, c'est génial. En fait, la réalité, c'est que c'est pas. Quand tu as 50 millions, c'est dur à dépenser. Je parle intelligemment, bien évidemment. Bien sûr. Et je pense que ce qu'on avait sous-estimé, c'était quand tu crées une société de cette taille, tu vas te transformer en fait. 50% de ton activité va être vraiment basée sur le recrutement, sur retrouver les bonnes personnes, créer la culture. Donc il y a énormément de choses, je pense, qui rentrent en jeu suivant la taille de la boîte que tu veux faire, qui sont pas forcément si évidentes que ça au départ, quoi, mais qui font l'aventure d'aujourd'hui. Et je pense qu'on continue à apprendre jour par jour, parce qu'on est dans un monde aussi qui est très imprédictible. Et donc, je pense que quand tu as une mission, quand tu as vraiment quelque chose qui te drive au quotidien, tu peux un peu plus éluder les questions très techniques, même si effectivement il y a une réalité, on paye quand même 220 salaires tous les mois, donc ils comptent sur nous, il faut qu'on assure. Donc ça, c'est important. Mais voilà, je pense qu'on n'essaie pas de prédire trop qu'est-ce que va être le futur ou des choses comme ça, mais on essaie de se concentrer, se dire est-ce qu'on est authentique. C'est ce qui nous drive. Ouais. Excellent, merci pour ces éléments. Tu le dis très justement, quand tu arrives dans une dimension aussi big, 50% de ton temps c'est recruter. 220 personnes, c'est quand même colossal. Ça s'est fait progressivement. Faut recruter les bonnes personnes aussi. Est-ce qu'il y a des leçons entrepreneuriales que tu as apprises sur ces 6 dernières années autour de ça? Comment est-ce que vous avez justement fait pour attirer et recruter les bonnes personnes? Je sais qu'aujourd'hui vous êtes excellemment bien taffé, notamment au niveau aussi de votre core team. Vous avez aussi une personne qui est responsable, chief of team, des différentes personnes, des différents recrutements. J'imagine qu'il y a une dynamique, il y a une mécanique qui a dû être mise en place autour de tout ça. Et comment on fait au fur et à mesure des dimensions qu'on est en train de passer, des paliers qu'on est en train de passer, 5, 10, 20, 50, 100, 200 personnes, pour garder cette culture d'entreprise ancrée et faire en sorte que tout le monde s'attache à l'entreprise, s'attache à la culture, s'accroche à quelque chose, connaisse la vision et incarne cette vision? Ouais, c'est une bonne question. C'est clair que c'est un challenge. Ouais. C'est quelque chose qui demande... je pense que la première chose, c'est qu'il faut être soi-même. Ça, c'est super important parce que quand tu crées une start-up, tu mets énormément d'énergie avec les gens avec qui tu travailles. Ils vont essayer d'être très importants dans le futur. On construit vraiment ensemble. Et donc, si tu es dans un acte de séduction, donc tu es juste là, par exemple, tu rencontres quelqu'un et tu veux absolument le signer parce que sur le papier, c'est la bonne personne, mais tu prends pas le temps d'être honnête, c'est un peu comme quand tu es en relation. C'est-à-dire que oui, tu peux si tu es dans le process de séduction juste pour avoir la personne, bah oui, ça va certainement marcher parce qu'il y a toujours des stratégies qui vont t'amener à faire en sorte que ça marche, mais ça va marcher sur le court terme. Et ensuite, tu vas créer quelque chose qui n'est pas positif. Donc, je pense que c'est super important d'être assez honnête parce que tu ne dois pas être dans un process de vente. Tu dois être dans un process vraiment d'alignement. Et ça, c'est toujours le plus dur, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est que des fois, tu es dans la vente, quand tu es à l'extérieur ou voilà, quand tu fais signer du business. Et même, parfois, sur les partenaires, il faut mieux être réellement dans l'honnêteté et donner les choses telles qu'elles sont. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous a conduit aussi qui nous a permis d'identifier les personnalités qui correspondent à notre DNA. Parce que tu as certaines boîtes qui vont être, encore une fois, très axées sur la mécanique, les salaires, les bonus, etc. Et tu as d'autres boîtes qui vont être axées sur d'autres choses. Et ça, c'est important parce que rien ne peut être déterminé sur le papier. C'est vraiment une aventure humaine. Et en fait, ta culture, elle transparaît dans ta capacité, justement, à tout le temps être en communion avec des gens qui transpirent ce que toi, tu transpires. Qu'est-ce que toi, tu veux défendre en tant qu'individu. Donc, je pense qu'on a passé beaucoup de temps à faire cet aveu d'honnêteté. Aussi, on vient d'un monde, moi et Cyrus, où on a été assez décomplexé parce que, quelque part, en finance, tout est très normé. Tu dois avoir une cravate. Il y a beaucoup de codes.
Et ça, on en a, je pense, souffert individuellement. Donc, quand on a créé Swissborg, on a dit ça, on va le changer. Ouais. et donc, du coup, on a un discours qui est assez franc. Et je pense que ça, c'est une qualité qui change énormément de choses. Donc voilà. Donc après, aussi, tu fais venir différentes cultures. Donc on a eu la chance de rencontrer un CTO, donc quelqu'un qui s'occupe de notre partie technique, qui pareil avait une aventure d'entrepreneuriat à plusieurs reprises. Donc il comprend. Parce que c'est vrai que dans la vie, tu juges souvent d'une position, de quelqu'un, soit tu es observateur, et donc tu as une opinion sur tout, mais tu n'as jamais rien fait. Et donc, du coup, c'est facile d'avoir une opinion sur tout, ou tu as expériencé, et puis donc, du coup, tu comprends les choses d'un angle différent. Tu vois, si tu prends le gars qui regarde un match de foot tous les dimanches, qui n'a jamais joué de sa vie, mais qui a toujours regardé et qui a toujours une opinion, il va toujours avoir des opinions qui sont les siens, tu vois, mais qui sont souvent très peu pertinentes, comparé à quelqu'un qui s'est levé tous les dimanches matins, qui a joué au foot pendant toute sa vie, qui n'est pas devenu professionnel, mais il va regarder les choses d'un autre œil. Et c'est ça aussi, je pense, qui est important, c'est prendre des gens qui ont un peu d'expérience au-delà de est-ce qu'ils ont travaillé pour les meilleures boîtes, est-ce qu'ils ont la compétence technique, mais aussi est-ce qu'ils vont avoir la compétence humaine de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut évoluer et quelle est la culture qu'on veut créer. Voilà, après, il y a jamais assez d'outils de communication. Ouais. Tu peux écrire des choses, on essaie d'écrire des choses, on essaie de faire des podcasts aussi comme ça. Je pense qu'on essaie de respecter finalement chaque individu se connecte à des valeurs, à des moyens de communication qui sont différentes. Il y en a qui aiment regarder des vidéos, il y en a qui aiment échanger d'humain à humain. Donc je pense qu'une grande partie de la culture, du moins à mon niveau, elle vient aussi du fait de... Quand tu viens à un meeting, tu viens avec de la bonne énergie. Tu vois, t'es la personne qui représente, t'es le leader, t'es la dernière personne qui a le droit de se plaindre. Tu as le droit de te plaindre, tu vois, mais pas nécessairement aux gens qui t'accompagnent parce que tu l'as choisi, tu es là. Il y a des moments difficiles. Mais il faut montrer de la positivité, pas de la mauvaise positivité. Des fois, la positivité, je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qui est mal compris. Des fois, la positivité, on dit « Ah non, t'es pessimiste, tu devrais pas. » Non, des fois, c'est savoir dire les challenges et dire « On va y arriver », mais ça, c'est les challenges qu'on face. Tu vois. C'est super intéressant. Excuse-moi, je te coupe pour faire une petite parenthèse. C'est quoi les plus grands challenges auxquels vous avez fait face dans cette aventure sur ces 6 dernières années ? Il y a énormément de choses. Le premier, c'est... Encore une fois, la crypto, tu viens souvent pour le côté spéculatif. Ouais. Donc c'est vrai que quand les gens investissent, ils attendent à gagner énormément d'argent. Et nous, on fait partie de sociétés qui... Je fais une parenthèse, tu as tout à fait raison. Tu ne dis pas ils attendent à gagner de l'argent. Ils attendent à gagner énormément d'argent. Et c'est des fois... C'est juste un mot qui fait une très grande différence, un petit détail qui fait une très grande différence dans l'esprit collectif. Non, tout à fait, ouais. Et je peux pas les blâmer parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent un peu un ticket de sortie pour leur vie et ils pensent que l'argent va le solutionner. Et effectivement, l'argent va permettre de peut-être solutionner 20, 25%, 30% de tes problèmes, mais le reste, la relation que tu as avec ta famille, tes amis, ta femme, ça va pas changer. Et donc... c'est un peu une illusion, mais c'est comme ça. Donc, si tu veux, un des premiers challenges qu'on a fait ici, c'est vrai qu'on est dans un monde qui est très émotionnel, avec des envolées, puis des retombées qui sont aussi fulgurantes que les envolées. Donc nous, on est toujours venu avec cette mission. On sait que quand on a collecté ces 50 millions, on n'allait pas les dépenser en allant faire des parties, des choses comme ça. On a travaillé très dur. Mais en même temps, une boîte, c'est quelque chose qui se vit, qui met du temps à se matérialiser. Et donc, tu es dans un monde avec beaucoup d'impatience. Et c'est pour ça aussi que, si tu regardes, par exemple, en 2017, il y a eu 10 000 projets comme nous. Tu en as, je crois, quelque chose comme 6 000 qui ont été fundés. Et aujourd'hui, il y en a 10 qui existent. Et nous, on fait partie de ces 10 qui ont un produit, quoi. Il y en a une dizaine qui existent. Et donc, tout ça, ça prend du temps, quoi, tu vois. Et il y a un peu cette déconnexion dans la réalité virtuelle avec la vraie réalité du terrain. Et je pense que les attentes se télescopent un peu. Et donc, on a notre token qu'on avait vendu 10 centimes lors de notre ICO qui est descendu à quelque chose comme 0,6 centimes. Donc, il avait perdu 94% de sa valeur. Donc, ça, c'était dur. Plus pour les gens de la communauté, je pense, que pour nous, parce que finalement, les gens donnent énormément de confiance, énormément d'énergie. Mais forcément, quand tu vois un graphique qui fait que descendre, ça s'érode. Mais en même temps, il y a des gens qui sont allés un peu plus loin. Donc, ce que tu vois aussi dans la mentalité d'investisseur, c'est un peu comme la mentalité d'entrepreneur.
T'as des gens, ils montent une boîte, au bout d'un an, ça marche pas, ils disent j'abandonne, c'est pas pour moi, l'entrepreneuriat. Et t'as des gens, ils essaient de chercher plus loin. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? Ok, je vais me renseigner. Et t'as des gens qui nous ont contactés, qui sont venus nous visiter au bureau, qui sont encore plus intéressés. C'est-à-dire que ils ont vu ça comme une opportunité. Et donc, ils ont grandi encore plus dans ce qui s'est passé il y a 2 ans. Donc ça, c'était le premier challenge. Après, le challenge aussi, on est dans un environnement où la perception est vraiment négative. Donc on a eu des attaques de la presse, le plus grand journal en Suisse qui nous attaque et qui dit voilà, c'était un scam, etc. Et toi, tu travailles. Ce qui était bien, c'est qu'on a toujours pratiqué la culture de la transparence, aussi bien en interne qu'en externe. Donc on a pu répondre de façon vraiment pragmatique à cette attaque en disant voilà, ça c'est nos salaires, par exemple. Tu vois. Donc tout le monde dans la boîte connaît nos salaires en tant que top dirigeant, si tu veux. Voilà, on est 3 fois moins élevé que la moyenne alors qu'on a levé 50 millions, tu vois, des choses comme ça. Donc on a montré qu'en fait, oui, on fait des erreurs parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, tu fais des erreurs. L'entrepreneuriat, n'importe quelle boîte est designée comme une boîte à faire des erreurs et à apprendre. Et ce qui va distinguer les bons entrepreneurs des mauvais, c'est la capacité d'apprendre rapidement. C'est que ça. Et peu importe ce que tu fais, tu le fais et tu le sais juste parce que tu en as fait l'expérience. Et c'est ça une vraie boîte. Donc en fait, on juge un peu toujours vous avez 50 millions, donc vous êtes les super experts, vous savez tout. Mais non, le monde il n'est jamais comme ça. Même si tu regardes Facebook, même les plus grands entrepreneurs, ils ont leur succès, ils ont leur défaite, comme n'importe quel sportif, comme n'importe quelle personne qui devient médiatisée. Mais on vit dans un monde, encore une fois, où le but en tant que journaliste, c'est pas que je fasse du contenu de qualité. Le but, c'est que je fasse du contenu qui peut être lu. Ouais. Donc en fait, moi, je vais prendre l'angle qui n'est pas forcément l'angle qui est retranscrit la vérité, mais qui va générer le plus d'audience. Et donc ça fait partie, encore une fois, des choses que je pense qui sont assez difficiles à vivre en crypto. Qui sont challengeantes, qui fait partie de nos challenges. Et après, effectivement, monter, conserver la culture auprès de 220 personnes, continuer de véhiculer les valeurs, c'est quelque chose qui est vraiment un challenge. Parce que encore une fois, tu peux proposer les meilleurs salaires, tu peux proposer un ensemble de choses, mais le plus important, le plus dur à conserver, je pense, dans une société, peu importe qu'elle soit, c'est l'embryon original. Et donc la prochaine ligne de manager que tu vas éduquer avec toi, il faut passer énormément de temps. Ouais. Qu'il n'y ait pas de déperdition au fur et à mesure. Exactement, il y en aura, et eux aussi ils vont apporter leur propre sensibilité, parce que quelque part, le plus beau qui peut arriver à une boîte, c'est... Je dirais pas c'est comme une religion, mais c'est que toi tu portes un message et que ce message il se transmette de génération en génération, qui sont lignes de management 1, 2, 3, 4 jusqu'à la plus petite échelle, et que en fait quelqu'un ait compris ton mouvement, se l'ait approprié et puisse le prendre avec lui. Parce que c'est aussi la dimension, encore une fois, que ce soit de l'entrepreneuriat, de l'investissement, ce qu'on élude, ce qu'on oublie souvent, c'est avant tout une expérience pour se connaître soi-même. Quand j'investis, la façon dont je vais réagir, les sociétés qui naturellement m'intéressent, les choses où j'ai ma passion, j'en apprends énormément sur moi-même. Donc il y a énormément même quand tu sélectionnes une boîte, tu vas apprendre énormément de choses sur toi-même. C'est une découverte. Et moi, la dernière question que je pose toujours en entretien, c'est ok, j'ai compris qui tu étais, qu'est-ce que tu as fait, en quoi Swissborg, tu penses, est l'expérience qui va t'amener à titre individuel à la prochaine étape pour toi, en tant qu'individu. Pourquoi ? Et ça, c'est la question la plus fondamentale pour moi, parce qu'on est tous une passerelle, on est tous facilitateurs de la prochaine étape, on s'aide tous mutuellement à aller à la prochaine étape, on est tous sur notre chemin. Et l'aventure entrepreneuriale, c'est ça, c'est être aussi une plateforme pour des individus à passer à la prochaine étape. C'est extrêmement intéressant. Et à un moment donné, justement, où vous aviez encore plus de collaborateurs, par exemple, et vous avez récemment, du coup, dû licencier, faire le tri, etc. C'est parfois une phase qui est quand même relativement mal vécue par certains entrepreneurs, parce qu'elle peut être assimilée à de la régression, à on retourne un peu en arrière, etc. Alors que souvent, la réalité, c'est que tu restructures pour pouvoir être plus centré, plus fort, plus concentré sur l'essentiel, recentrer la chose vers une vision plus long terme.
Et c'est parfois même mal véhiculé, ce genre d'informations où tu dois justement, tu parlais des médias notamment, les médias vont uniquement véhiculer telle boîte, licenciement, telle boîte supprime complètement sa division Web3, 1500 emplois en moins, machin, la fin du Web3, etc. Les médias adorent ça. Quelles sont les leçons derrière justement ces phases de restructuration importantes? Là, on parle quand même d'une restructuration assez importante pour le commun des entrepreneurs. Ça peut être intéressant d'avoir tes insights à ce sujet. Mmh. C'est clairement pas la période la plus sympa quand tu vires quelqu'un. Mmh. Alors, des fois, finalement, quand c'est un collaborateur qui vient pas, comme tu dis, d'une restructuration structurelle, mais finalement, des fois, c'est aussi une invitation à poursuivre un chemin différent. Donc, ça peut être quelque chose de positif, hein, ouais. Parce que finalement, avoir quelqu'un qui s'épanouit pas dans ta boîte, c'est pas cool. Pas pour toi, mais pour lui aussi. Mm-hmm. Donc, c'est lui donner, finalement, même si c'est pas perçu comme ça, c'est lui donner une seconde chance. En revanche, effectivement, quand tu passes dans des phases de restructuration comme on a eu récemment, dans lesquelles on a licencié une 50aine d'employés, il y a deux choses. C'est, bien évidemment, il y a les conditions du marché en elles-mêmes, hein, qui sont des fois difficiles à prédire. Donc, on est dans un marché et des conditions macroéconomiques aujourd'hui qui ne sont pas les plus faciles. Ouais. Donc ça, c'est un paramètre. Et après, le deuxième paramètre aussi, c'est, je pense, de façon que tu sois l'entrepreneur ou le podcasteur ou l'individu, je pense que dans la vie, tu es souvent invité à ne pas être toi-même. Donc, tu es souvent invité à dire « Ah, il te manque ça, il te faudrait ça ». Donc, en fait, ce qu'on appelle un peu dans la crypto, tu FOMO, donc le fear of missing out. Donc, tu es toujours en train de te dire « Ah tiens, un tel fait ça, donc je devrais faire ça ». Et je pense que nous, effectivement, dans cette période, on est passé d'une start-up. Je pense qu'on est toujours assez familial, mais à un moment, on a peut-être un tout petit peu complexé justement de ce truc familial. On voulait être quelqu'un qu'on n'était pas forcément, et donc on a commencé à finalement à créer des positions qui n'étaient pas forcément légitimes dans notre boîte, dans notre organisation, exactement. Et ça, c'est parce que tu fais un peu du mimétisme, parce que tu te poses des questions, parce que des fois, tu es amené à douter, et puis tu vois tes compétiteurs qui sont en train d'exploser en chiffre d'affaires, en croissance, et tu ne peux pas être laissé derrière. Et en fait, dans ces phases-là, tu te rends compte, parce que bien évidemment, on n'a pas été les seuls dans ce cas, hein, tout le monde a énormément licencié, bien plus que nous, et tu te rends compte qu'en fait, tout le monde avait tort, quoi. Et c'est difficile d'être soi-même, parfois. Ouais. Et je pense que la grande leçon que je retiendrai des 2 dernières années, c'est on va toujours te tester, on va toujours te donner des bonnes raisons de ne pas être toi-même, mais il faut que tu sois fort. Ça fait partie aussi, je pense, de la qualité des grands entrepreneurs. On parlait de Xavier Niel, par exemple. Ouais. Tu sais, Free a inventé la box. Ils étaient 10 ingénieurs, alors que SFR, Orange, qui était France Télécom à l'époque, etc., ils avaient plus de 100 gars dans la R&D. Ils étaient les premiers à la sortir, parce qu'ils ont une approche très pragmatique. Et ils se sont pas dit il faut qu'on soit 100 ingénieurs parce que les autres sont eu. Et ça, c'est une grande force, je trouve, de Xavier Niel. Il a sa méthode de pensée, il a sa propre formule, il comprend les autres, mais c'est pas pour ça qu'il va changer qui il est. Et ça, c'est vraiment la grande leçon que je sais déjà, tu vois, d'une certaine façon. Mais il y a une différence entre savoir et l'appliquer et avoir la force d'esprit de résister. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé, je pense, les 2 dernières années. Et donc, voilà, beaucoup de leçons de façon... entrepreneuriat ou la vie, il faut se lever tous les matins et être prêt à apprendre. Tout à fait. Je te rejoins et merci pour ta transparence. D'ailleurs, c'est apprécié. Il y a un sujet, c'est que dans la crypto, un jour, c'est le paradis. Le lendemain, ça peut être l'enfer. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu parlais notamment de l'évolution du prix de token. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts, des très hauts, d'excellentes nouvelles. D'un coup, c'est l'euphorie, tout le monde FOMO, tout le monde se jette sur la crypto et puis vous allez peut-être prendre 100 000 utilisateurs en l'espace de 3 jours. Et puis, d'un coup, il y aura des mauvaises nouvelles et puis c'est le branle-bas de combat et tout le monde se pose des questions. Tout le monde dit c'est la fin des crypto-monnaies, etc. Comment est-ce que l'on vit ça lorsque l'on est cofondateur, au board et à la gestion du quotidien d'une entreprise dans la crypto qui est constamment en train d'évoluer dans une sorte de tourmente finalement positive ou négative. C'est quoi le quotidien justement de ça ? Bon, c'est clair qu'il faut faire de la crypto, il faut être un peu sado, c'est clair. Il faut être accroché. Il faut être accroché, ouais, exactement. Après, ce qui est marrant, c'est la capacité des individus à développer une carapace.
Je pense qu'au fur et à mesure que tu es soumis à une certaine réalité, finalement, ça devient ta réalité. Ouais. Donc au début, c'est super impressionnant, peu importe ce que tu fais, je pense. Mais après, finalement, ça devient ton quotidien. Et c'est ça qui est... ça fait la beauté, mais ça fait aussi des fois... ça perd un peu de son charme parce que finalement, t'es plus choqué, quoi. Et je pense que c'est vrai que dans la crypto, si tu veux avoir un mental d'acier, tu te fais une expérience d'entrepreneur crypto pendant 4-5 ans et ton moral, il va être vraiment d'acier. Et c'est vrai qu'on est dans un monde qui est affecté par énormément de variables, par des variables de régulation, d'informations qui sont mauvaises. On a effectivement tous les sujets de l'entrepreneuriat traditionnel qui nous sont aussi soumis. On est dans un monde qui innove énormément. Et ça, j'ai jamais connu aucun domaine où la réalité change comme ça au quotidien, tout le temps. Ouais. Donc, tu as beaucoup de raisons aussi il faut garder en haleine. Donc, il faut rester au contact de l'information. Mais c'est vrai que ça crée des choses qui sont hautes en émotion et qui testent beaucoup qui tu es en tant qu'individu. Et je pense que à la fin, finalement, c'est prendre le recul sur les choses aussi. C'est-à-dire accepter qu'il y a une part dans ta vie que tu ne maîtrises pas. Et donc, c'est arrêter d'être un peu trop dans cette notion de contrôle, I need to control, quoi. Parce que finalement, l'énergie du space, tu ne vas pas pouvoir le contrôler. Donc, c'est un travail qui est extrêmement bénéfique sur toi-même, parce que ça t'apprend en fait à être un peu en synchronicité avec le space. Donc, tu as, cette fable, le chêne et le roseau. Et donc, tu as ce grand chêne qui est fort, tu vois. Et c'est un peu l'image toujours qu'on vend. Il faut être fort, il faut être dur, il faut être robuste. Et en fait, la réalité, c'est que s'il y a énormément de vent, le chêne va tomber et le roseau, lui, va se plier et revenir. Et ça, c'est la crypto, je pense que c'est la meilleure des formations que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur, de dire non, c'est pas parce que je suis pas en contrôle ou j'ai cette résistance que je suis pas en contrôle. En fait, il faut que j'apprenne à être beaucoup plus essayer de se synchroniser avec ce qui se passe. Ouais. Et ça, je pense que c'était un travail qui était au début assez difficile à faire parce que tu passes énormément de nuits à essayer de comprendre, etc. Et des fois, il faut juste se mettre à la limite entre dire il faut que j'accepte et il y a des choses que je peux pas contrôler et il faut que j'apprenne à travailler avec l'inconnu. Et en fait, parce que effectivement, quand tu fais un business crypto, tu as beaucoup d'incertitudes de régulation et en même temps, quand tu es un entrepreneur, tu es amené à devoir innover. Innover, ça veut dire prendre des risques. Et donc moi, quand je parle aux équipes, parce que tu peux le faire en tant qu'individu, mais après, il faut que tu embordes des équipes avec toi. Il faut que tu convainques des équipes qu'elles font la bonne chose, parce que les gens ont aussi une conscience. Et spécifiquement, dans une société comme Swissborg, on met la mission en avant, ce qu'on fait, c'est important. Donc, on n'a pas, par exemple, les meilleurs salaires, mais je pense qu'on est une très bonne école de formation. Et donc, parce qu'on amène aussi les gens à réfléchir, on crée vraiment cette entreprise familiale. Donc c'est important que quand tu te lances dans quelque chose où tu n'as pas toutes les réponses et tu les as jamais, il faut aussi convaincre les gens qu'ils ne sont pas en train de faire quelque chose de stupide. Et donc moi je reviens toujours aux choses basiques. Je dis aux fondamentaux. Oublie la régulation, oublie le business, oublie n'importe quoi. Si tu devais conseiller ce produit à ta mère, est-ce que tu le ferais ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va lui servir ? Est-ce qu'à la fin, je permets à l'utilisateur final, au client, d'avoir une vie meilleure ? Est-ce que je lui fais acheter de la merde ou est-ce que je lui fais acheter un truc qui potentiellement va l'aider à avoir un meilleur quotidien ? Si c'est oui, alors on sait qu'on fait la bonne chose et on sait qu'on pourra se défendre et on sait qu'on va pouvoir évoluer. Et pour moi, ça, c'est la base fondamentale, comme tu le disais, c'est de dire, quand j'enlève tous les layers, quand j'enlève tout le bruit, la volatilité du marché, le régulateur, qu'est-ce que la Banque centrale va dire, qu'est-ce que Macron va dire, etc., et que je me concentre uniquement dans la relation que je peux avoir d'individu à individu, d'homme à homme, de femme à femme, potentiellement de mère à enfant et inversement, est-ce que je suis dans quelque chose que je pense, mon cœur est essentiellement bon ? Et si c'est oui, alors on est dans le juste. Et ça, c'est vraiment ce qui est driver et qui nous permet, je pense aussi à la fin, d'embarquer toute la team et de se dire, voilà, malgré les hauts et les bas, on continue de progresser. Et donc, on a cette vision que chaque jour, on fait un pas un peu plus en avant. Ça, c'est important.
Je te rejoins sur un sujet, tu mets en avant dans ton propos le produit. Le produit, pour moi, c'est capital. Hein. C'est pas forcément ton marketing qui fait ton produit, c'est ton produit qui fait ton marketing surtout. On a toujours dit promettre moins, délivrer plus. C'était notre maxime. Et je sais que chez Swissborg, le produit, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est au cœur de votre attention, des discussions, de la stratégie aussi. Votre produit, Swissborg, aujourd'hui, se décompose en 7 parties bien distinctes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différentes parties et qu'est-ce que vous proposez finalement aux différents utilisateurs, quand même plus de 700 000 maintenant, donc ça peut être intéressant justement d'en savoir plus. Ok. Alors, comme tu le disais, c'est vrai que la majorité de nos compétiteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des logiciels en barque blanche. Donc ils vont voir quelqu'un qui produit des plateformes d'échange en crypto, et après ils vont embaucher beaucoup de gens au marketing. Et l'essentiel de leur stratégie business va être sur ça. Donc, c'est-à-dire, je minimise mes coûts en termes de développement, en termes d'investissement produit et technique. Et d'ailleurs, tu télécharges les plateformes, elles se ressemblent toutes. Et puis, je vais accentuer en fait ma stratégie business sur les ventes. Nous, encore une fois, on est dans un objectif qui est vraiment de redonner à l'individu un plaisir. Je pense que la beauté de la crypto, par rapport aux actions, c'est que ça a ramené la notion de dire il y a un plaisir à investir. Il y a un plaisir parce que la crypto, c'est quelque chose qui s'expérience au-delà du pur investissement. Je te donne un exemple. Si demain, tu achètes une action Microsoft, ça va te donner aucun super pouvoir ou aucune réduction sur Excel, par exemple, ou sur Word, ou sur PowerPoint. Alors que la crypto, la plupart du temps, non seulement est un outil spéculatif, mais à ce qu'on appelle un outil utilitaire. C'est-à-dire que ça va te donner accès à une communauté, ça va te donner accès à certains privilèges, à certaines utilités dans un protocole, ou dans une application que tu utilises. Donc nous, on est toujours parti de ce principe, se dire, mais si on veut vraiment redonner le pouvoir aux gens, bien évidemment, il faut leur donner de l'accessibilité à cette nouvelle façon d'investir, mais il faut leur donner aussi un produit qui est agréable. Donc nous, on a fait un peu l'inverse, c'est-à-dire très peu de marketing. Chez Swissborg, moins de 20% de l'effectif ou de 15% de l'effectif est alloué à des choses marketing, et le reste... Alors bien sûr, tu as légal et administration, mais 70-75% de notre effectif, c'est des ingénieurs et du produit. Donc on a vraiment cette grande culture de dire, tout ce qu'on crée chez nous, il est fait maison. Tu vois, donc c'est difficile parce qu'on vend tous le même produit, mais on a un peu cette boutique un peu de haute couture, quoi, tu vois. Ouais. Vraiment, tout ce qu'on fait, on le fait avec amour, on passe du temps sur le tableau, c'est moi qui m'occupe du produit. Sur le tableau blanc, on design tout, donc on a vraiment dans cette... et je pense que les gens le ressentent, et on a beaucoup de commentaires très positifs qui disent « Ah, c'est la meilleure application que j'ai utilisée, c'est la plus simple, c'est la plus fluide. » Et c'est vrai qu'on a fait énormément d'investissements, et en fait, notre motto, c'est toujours de dire « On va développer les pièces technologiques les plus complexes, parce qu'en fait, quand tu les associes à une interface très simple d'utilisation, tu as le meilleur des mondes. » Donc on a souvent... Ça se ressent même dans votre site, hein. Ouais. Le site, pareil, interface extrêmement simple, UX compréhensible, tu trouves les bonnes informations directement. En tout cas, moi, j'ai apprécié l'expérience sur le site et sur l'application. Donc ça, c'est vraiment au centre de nos préoccupations. Et en fait, ça, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes historiquement ce qui s'est passé en 2022, tu as énormément d'acteurs qui finalement ont fermé porte, qui ont déposé le bilan. Il y a même des acteurs qui ont essayé de nous racheter, qui ont déposé le bilan, dont un gros acteur américain. Et en fait, je pense que ça vient typiquement de ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas obsédés par le produit, mais sont obsédés par le business. Et donc, qu'est-ce que ça a conduit ? Ça les a conduits à faire énormément de mauvaises pratiques, si tu veux. Et donc, à donner des produits qui, effectivement, se vendaient comme des petits pains, mais qui étaient très toxiques pour l'écosystème. Donc, tu as des acteurs comme Celsius, Voyager, tous ces gars-là qui avaient des milliards, on parle de 10, 20 milliards FTX, qui finalement ont construit sans amour, marque blanche, beaucoup de marketing, hop, je fais beaucoup de business, et qui ont énormément porté tort à l'écosystème. Voilà. Alors que nous, chez Swissborg, comme on design tout, à la fois le produit, mais aussi l'investissement, donc on est vraiment dans cette approche où on care, donc c'est-à-dire qu'on est en connexion avec le bien-être de l'utilisateur.
bon, on n'est pas tombé dans ces travers, et donc c'est une des raisons pour lesquelles on est un des seuls acteurs qui a vraiment survécu, parce qu'on pousse toujours l'innovation énormément. Si tu prends des acteurs comme Coinbase ou même Bitpanda en Europe, ces acteurs qui existent toujours, mais ils n'ont jamais poussé l'innovation comme nous, on l'a poussé. Donc nous, on a essayé de suivre toute l'innovation de tout le monde, mais on l'a fait d'une façon vraiment, toujours en fabriquant tous nos produits maison. Donc ça, c'est une des raisons de notre succès. Et donc du coup, en fait, on voit la banque du futur à travers cette couche, comme tu disais. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on vit une période de l'humanité aussi où aujourd'hui, si je vais chez mon banquier, il va me dire « Ok, tu veux investir, combien d'argent tu as sur ton compte en banque et c'est quoi ton immobilier ?» Tu vois. Et peut-être, est-ce que tu as des sociétés ou d'autres actifs? Mais c'est très limité. Tu vois, ton banquier va jamais te dire « Ah ok, t'as combien? Ah, t'as 100 000 followers sur Facebook? Ah ben ok, je peux te faire un prêt. Et puis on peut investir sur ça. » Et nous, notre grande lecture, c'est que ce qu'on appelle la fortune, c'est la façon dont on la conçoit aujourd'hui, elle est extrêmement limitée. Avec encore une fois, combien tu as d'argent sur ton compte en banque, c'est quoi ton immobilier, et puis c'est quoi tes actifs. Et demain, ça sera beaucoup plus dense que ça. Ça va être, on va inventer énormément de nouveaux actifs, on va regarder la fortune d'un individu avec beaucoup d'autres notions. Donc nous, c'est notre challenge de devenir une banque. Ok, vous avez créé plus de granularité dans votre capacité à identifier la valeur d'un individu, sa fortune. Ouais. 100%. Ouais. Parce qu'il y a plein de concepts qui sont super intéressants, mais si tu réfléchis à quelqu'un qui a une bonne santé et qui ne va jamais utiliser le système de santé, est-ce qu'il n'a pas de la fortune finalement, qui n'est pas mesurée? Parce que quelque part, cette personne-là, elle coûte rien à la société. Donc la société ne devrait pas lui donner de l'argent pour rééquilibrer, tu vois, le système. Donc, et ça certainement, la première matérialisation de ça va être les crédits carbone, par exemple. On voit aussi énormément de sociétés qui essaient de monétiser la data. Donc quand tu possèdes des actifs comme un compte Facebook ou un compte YouTube, peut-être à 40 000 followers ou 50 000 followers, c'est une valeur. Pourquoi une banque ne serait pas capable de dire « mais ça c'est de la valeur ». Donc ça fait partie de ton portefeuille et ça peut servir comme collatéral ou ça peut ça. Donc pour nous, c'est important d'anticiper ces changements-là parce qu'ils vont être fondamentaux dans la façon dont on définit la fortune. Et encore une fois, Swissborg, aujourd'hui, on a développé un ensemble de technologies qui permettent d'acquérir des cryptos, mais notre grand objectif, c'est d'être la banque privée, finalement, le gestionnaire de fortune de la nouvelle génération. Donc on voit ça en 7 couches. La première couche, c'est la couche paiement. Donc une couche paiement, c'est-à-dire je transfère de l'argent que j'ai de ma banque chez Swissborg pour acheter de la crypto instantanément de façon régulée. Donc on est régulé en Estonie, en Suisse. On a toujours acté de façon à être toujours en bon terme avec les banques. Donc on est un des seuls acteurs aujourd'hui qui te permet de faire des dépôts en carte bleue, qui te permet, si tu as un compte en banque qui est compatible avec ce qu'on appelle Instant SEPA, de déposer dans la minute. Donc si tu as un compte Revolut, tu déposes en 2-3 minutes chez nous. Donc on a tout ça, ce que tu ne retrouveras pas chez d'autres acteurs parce qu'ils n'ont pas les mêmes relations réglementaires. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a développé un échangeur qui est connecté à les plus grandes places d'échange, donc qui te permet d'échanger extrêmement rapidement n'importe quelle monnaie pour n'importe quelle crypto et inversement. Ensuite, on a le layer, donc la couche de revenus passifs, c'est-à-dire que quand tu possèdes des cryptos, ce qui est intéressant, c'est que tu peux les utiliser et elles peuvent te rapporter quelque chose. Donc, il y a vraiment cette notion de revenus passifs. Donc ça, c'était important. Ensuite, la quatrième couche, c'est faire ce qu'on appelle des thématiques. Donc, c'est-à-dire, c'est des paniers de crypto. Parce que toi, par exemple, tu peux dire « Ah, tiens, moi, je crois que en fait... Amazon, tous ces gens-là qui donnent des serveurs pour l'Internet vont mourir et ça va être des nouvelles technologies qui vont les remplacer parce qu'on va passer du Web 2 au Web 3. Et ça, c'est ma conviction. Et je pense que dans le futur, ça, c'est quelque chose qui va exploser. Mais après, tu n'as pas la compétence d'aller sélectionner, mais c'est quel crypto? Est-ce que c'est Ethereum? Est-ce que c'est Polkadot? Est-ce que c'est Cardano? Donc, tu crées des paniers selon des convictions. Exactement. Donc, on crée des paniers qui permettent, nous, ce qu'on dit d'un point de vue marketing, on dit, voilà, c'est le moyen le plus rapide de transformer une conviction en une décision d'investissement. Un peu comme un ETF. 100% comme un ETF. Ça vient avec différentes choses parce qu'on a développé encore une fois beaucoup de technologies, donc on n'a pas besoin de créer un ETF, ce qui nous permet d'être beaucoup plus flexible dans nos choix. Ensuite, on a, ça c'est une brique extrêmement importante, on a ce qu'on appelait le Launchpad. Donc c'est la capacité de donner au tout venant des capacités d'investissement dans des startups qui sont naissantes ou à différentes
ce qu'on appelle dans le monde de private equity, donc à différentes stages, donc à différents levels de leur croissance. Parce que si tu veux, même si tu regardes dans l'investissement traditionnel, le private equity, ça reste la classe d'actifs la plus performante. Donc finalement, quand tu regardes pour le commun des mortels, quand je peux acheter Facebook, quand je peux acheter Uber ou n'importe quelle société, c'est une fois qu'elle a été cotée en bourse. Et là, généralement, c'est là où toute la croissance a été déjà capturée, quoi. Donc, quand tout le monde en parle, c'est déjà trop tard en général. Exactement. Donc en fait, on me laisse un peu les miettes. Ouais. Et ça, c'est un grand débat. C'est comment, parce que c'est un club qui est très élitiste, le private equity, comment on redonne accès à ça. Notamment, ça fait encore plus de sens en crypto parce que finalement, qu'est-ce que font les boîtes ? Les boîtes, elles lèvent de l'argent auprès des VC et dépensent de l'argent pour acquérir des utilisateurs. En crypto, tu peux avoir de l'argent et des utilisateurs en même temps. Ouais. Donc ça aligne toutes les planètes. C'est ce qui fait que votre série A, c'est plus de 16 000 contributeurs par exemple. Exactement. Donc nous, par exemple, c'est un très bon exemple. On a ouvert notre capital pour la première fois depuis 6 ans. Ouais. Et on l'a fait avec la communauté. Donc on n'a jamais, jusqu'à présent, c'était donc moi, Cyrus et puis les personnes qui sont importantes dans la boîte qui avaient des actions. Et on l'a ouvert auprès d'une communauté. Et en plus, on l'a fait d'une façon que nous, on a jugé très fair. Si tu prenais des multiples de valorisation standard de VC ou d'acteurs institutionnels, on était dans une valorisation entre 400 et 500 millions. Et nous, on a dit non, en fait, la communauté va décider en fonction de son appétit quelle va être notre valorisation. Et donc, on a collecté 21 millions pour une valorisation de 220 millions. Et nous, on est contents parce que moi, ça ne change rien pour moi, tu vois. Que la société soit valorisée 220 ou 500. Moi, ce que je veux, c'est accompagner mon rêve et amener toute une communauté avec nous. Donc, on a eu 16 600 personnes qui ont contribué, qui ont donné de l'argent dans un marché qui est difficile et qui montrent leur confiance et leur volonté de voir quelque chose de différent émerger. Et ça te donne un pouvoir et une volonté qui est exceptionnelle. Donc ça, c'est cool. Ensuite, les 2 dernières couches qui sont importantes pour nous, c'est les mandats. Donc, il y a quelqu'un chez nous qui résume bien. Il dit, dans la crypto, tu as beaucoup de gens qui veulent devenir riches. Et donc, leur but, c'est de quand même spéculer beaucoup pour devenir riche rapidement. Puis après, tu as des gens qui sont devenus riches et maintenant, leur but, c'est de le rester. D'accord ? Donc, c'est des objectifs qui sont différents. Le but, c'est plus de devenir riche, mais de le rester. Et il est parfois même plus difficile de le rester que de le devenir. Hein. Exact. Et donc, du coup, on développe ce service qui permet justement aux gens potentiellement où l'app devient un service qui est trop limité parce qu'ils ont des besoins un peu plus profonds de conciergerie, d'avoir aussi accès à ce service. Voilà, il y a plusieurs noms qui sont sur la table. Aujourd'hui, on parle d'un truc qui s'appelait 1111, on va voir, ou 1111 ou 1111. Bon, c'est intéressant. Et donc, du coup, c'est vraiment cette couche où on est encore en pilote, donc on a quelques clients sur cette partie-là. Mais voilà, on est en train d'en aborder de plus en plus. Et donc, on prend vraiment, c'est plus un service de conciergerie. Donc, on a mis énormément de layers en place. Tu as quelqu'un qui t'est attribué, avec qui tu communiques. Et donc, on a vraiment cette interaction un peu plus évoluée. Et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. Donc, c'est la capacité de ramener dans cet univers digital n'importe quoi. N'importe quoi, ouais. Et quand je dis n'importe quoi, ça peut être de l'immobilier, mais ça peut être aussi ta data. Tu vois, tu as des gens, par exemple, qui ont une ADN extrêmement spécifique. Et donc, cette ADN, elle peut être parfois utilisée dans des laboratoires pour développer n'importe quoi, des médicaments, des cures, etc. Donc, tu as des sociétés, par exemple, ce qu'ils font, ils t'envoient un petit boîtier à la maison, tu mords le truc. Ils analysent ta DNA et après, ils la tokenisent. Et à chaque fois, tu as un laboratoire qui a besoin de l'utiliser, ils vont te payer. Ah ouais, okay. Tu vois, donc ça peut aller extrêmement loin. Ça peut aller super loin. Ouais. Et donc vraiment, je pense que la grande promesse de la crypto, c'est de dire, je peux regarder un individu, pas définir que par c'est quoi la montre qu'il a ou la voiture et tout ça, mais il y a un ensemble de valeurs qu'on possède individuellement, qui sont pas magnifiées dans notre système en fait réellement archaïque. Et dès que tu passes dans la crypto, bah, c'est génial. Même si tu regardes sur une échelle complètement concrète, les joueurs, si moi je joue à des jeux vidéo, je passe énormément de temps, bah demain ils vont pouvoir posséder des immeubles, ils vont pouvoir posséder des terrains, c'est ce qui se passe déjà. Ouais. Et complètement avoir en fait des possessions dans des jeux vidéo, et être certainement aussi riche que n'importe quel autre entrepreneur, et ça c'est cool. Ouais, c'est aussi cool que ça n'est intéressant. Merci pour le décryptage justement de ces 7 parties. Tu parles de jeux vidéo, on en parlait aussi avant en off. Toi et moi, on est d'anciens joueurs et on avait 2-3 anecdotes sympas justement à raconter.
Rapidement, est-ce que tu peux nous parler aussi de Xborg? C'est un de vos projets justement autour du monde du play to earn et du jeu et de l'avenir du jeu vidéo. Là aussi, vous êtes novateur. Là aussi, vous avez une position de leader sur ce marché. D'ailleurs, petit aparté, parce qu'on va traiter rapidement ce sujet, on fera un épisode avec le fondateur également de Xborg. Il viendra ici au plateau dans quelques semaines, je pense. J'en parlais justement avec Alex. Donc ouais, qu'est-ce que Xborg, qu'est-ce que le Play to Earn? Ça peut être intéressant aussi d'avoir justement ta vision plutôt que celle qui est parfois un petit peu tronquée, erronée par celle qui est véhiculée au travers des médias ou au travers des grands événements qui gravitent dans l'industrie. Ouais. Alors c'est vrai que quand tu regardes, c'est marrant parce que justement tu dis Play to Earn, donc ça c'était la première phase. Maintenant on est plus dans un Play and Earn, Enjoy and Earn, ou même tu vois, il y a plusieurs dimensions qui se font. Donc si tu reprends rapidement l'historique, en 2021, tu as ce jeu qui s'appelle Axie Infinity qui sort et finalement qui n'est pas un jeu... je pense qu'une des grandes composantes des joueurs, tu le rappelais, tous les deux on jouait un peu frénétiquement quand on était un peu plus jeune, c'est aussi le plaisir de jouer. Ouais. Axie Infinity, c'est pas réellement un jeu dans lequel les gens ont eu le plaisir de jouer, mais qui a généré énormément de revenus, puisque je crois que sur un trimestre, ils ont généré plus d'1 milliard de revenus. Ouais. Et donc, c'est toujours un mal pour un bien. C'est un peu comme si tu regardes Bitcoin. Bitcoin, il y a une dimension très philosophique. Il y a énormément de choses qui sont véhiculées dans Bitcoin, mais la première chose que les gens vont regarder, c'est mais combien ça vaut? Ah, ça valait 10 centimes il y a 10 ans, maintenant ça vaut 30 000 $. On revient toujours à l'argent. On en revient toujours. Donc en fait, mais c'est pas très grave, tu vois. C'est un peu. Moi, je dis souvent, si les gens viennent pour la spéculation, mais restent pour la philosophie et parce qu'ils ont trouvé quelque chose de dimension, alors c'est bien. C'est pas très grave, même si tu rencontres ta copine et qu'au début c'est parce que voilà, tu as cette rétraction physique et tu penses pas que ça va se poursuivre, bah tu sais pas, après la vie elle va t'amener dans différents chemins. Et donc l'intention initiale est jamais très importante, c'est comment elle va être transformée et sublimée qui est le plus important. Donc si tu reprends Axie Infinity, 1 milliard de revenus, encore une fois pour des joueurs, pas beaucoup d'intérêt, mais ça commence ou pourquoi on peut être... on peut remercier beaucoup Axie Infinity parce que ça envoie un message à l'industrie. Parce que finalement, l'industrie du jeu vidéo, ils se disent la crypto, ça ne marchera jamais, il n'y a pas une bonne adoption, etc., etc. Mais money talks. Et donc, quand il y a des signaux dans une industrie qui souffre aussi, il y a des acteurs qui sont successful, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Ouais, beaucoup qui sont à l'agonie même. Beaucoup à l'agonie. Quand tu regardes le e-sport, c'est un domaine qui a certainement un bel avenir, et pour l'instant qui est vraiment, vraiment pas bien en point. Donc on envoie un message. Et le message, il est reçu. Et donc depuis Axie Infinity, depuis les 2 ans d'Axie Infinity et son milliard, le milieu s'est beaucoup accéléré. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Je pense qu'avant tout, en fait, si tu regardes un peu le monde du jeu, qu'est-ce que ça a fait? Au début, il fallait acheter ta console de jeux vidéo, il fallait acheter un jeu à chaque fois, etc., etc. Donc c'était le pay to play. Après, tu as eu l'ère d'Internet, Candy Crush, etc. Donc c'était free to play, même si après tu dois... Voilà. Et puis maintenant, on passe dans le play and earn. Donc tu vois, et chaque fois, c'est finalement, moi, comme je te disais, j'ai 37 ans, donc j'ai vécu cette génération qui a grandi en jouant avec des bâtons dans la forêt. Puis après, on a eu la Nintendo, puis après, on a vu Internet. Donc à chaque fois, tu te dis, non, attends, moi, j'ai pensé 400 francs pour acheter tout l'argent que j'avais pour acheter un jeu vidéo. Non, j'y crois pas que ça pourrait être gratuit. Ça, c'est pas possible, impossible. Parce qu'en fait, l'individu, il est toujours en résistance par rapport au futur. Pourquoi ? Parce que le truc le plus difficile à oublier dans ta vie, c'est pas donner ta voiture ou perdre ton appartement ou des choses comme ça. Le plus dur, c'est accepter que tout ce que tu connais est faux ou va être évolué. Et ça, c'est la plus grande résistance de l'humain, c'est sa résistance sur la connaissance. C'est même pas sur les choses matérielles. Aussi attaché, il peut être sur les choses matérielles. Et donc, on est toujours dans la résistance. Donc, c'est clair que quand j'étais jeune, j'ai dépensé tout mon argent pendant 5 ans, tous ces Noëls pour des... Maintenant, c'est gratuit. Non, j'y crois pas. Mais si, ça arrivait. Et maintenant, il y a plein de jeux vidéo sur Internet comme Counter-Strike, et c'est gratuit, quoi. Ouais.
Et la prochaine vague, tu vas jouer et tu vas potentiellement gagner de l'argent. Incroyable. Toutes ces heures qu'on a joué sans être payé. Exactement. Et donc tu dis non, je veux pas que cette réalité se manifeste parce qu'en fait, moi, ça veut dire que tout ça... mais en fait, non, t'as aidé. Et c'est ça la dimension souvent qu'on oublie. Hein. T'as été aidé à faire évoluer. Exact. Exact. Et on élude tout le temps ça. Et je pense que j'écoutais un de tes podcasts avant de venir et tu avais cet entrepreneur qui disait j'étais obligé de m'isoler parce que mes amis étaient en résistance, ils voulaient pas que je réussisse, pas parce qu'ils me veulent du mal, mais parce qu'en fait ça va les remettre en cause. Et donc l'humain il est beaucoup comme ça, il nivelle un peu vers le bas parce que ça le remet en cause. Et donc on a besoin d'entrepreneurs qui montent le chemin et qui vont permettre d'avoir cette transition, cet effet transformatif. Et c'est pas donné à tout le monde, et par définition ça sera toujours comme ça. Dans l'entrepreneuriat, dans la technologie, dans vos amis, il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose qui semble incroyable et qui dit non mais pourquoi il fait ça, et c'est une source d'inspiration. Et donc on voit la même chose se passer dans l'univers du jeu. Après, si tu regardes la crypto, encore une fois, pourquoi nous on a été amené à aller chez Swissborg, à créer donc Xborg, qui est un spin-off maintenant complètement indépendant, mais bien évidemment on est de la même famille. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a défini un peu comme une Bible, si tu veux, et puis chacun crée son église parce qu'on a défini des valeurs. Et à partir du moment où on partage les mêmes valeurs, alors on peut faire n'importe quoi. Et c'est aussi je pense ce qui définit à mon sens les grands entrepreneurs. Si tu regardes Elon Musk. Tesla par exemple, demain s'ils font un steak vegan, tu vas l'acheter, tu vas pas te poser des questions. Par contre si Ford fait un steak vegan, tu vas dire mais what the fuck quoi, tu vois, c'est pas normal. Et c'est cette capacité aux entrepreneurs d'avoir défini une vision plus que le why, pourquoi ils le font, est plus important que qu'est-ce qu'ils font. Et donc nous c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Donc Xborg c'est la division e-sport gaming de Swissborg, parce qu'on comprend aussi que effectivement, aujourd'hui, la crypto est utilisée beaucoup comme un outil spéculatif, mais qu'on a besoin de créer des compagnies qui sont aussi sérieuses et qui ont une vraie mission de faire venir des gens qui ne sont pas que là pour la spéculation, mais qui sont venus en fait pour différentes raisons. Donc tu es un joueur, tu as envie peut-être de jouer à un jeu vidéo cool ou d'expériencer quelque chose de différent, ou tu es un fan, on est beaucoup axé sur les fans aussi, tu as envie de supporter des joueurs auxquels tu crois dans certaines sports teams. Comment je vais m'engager avec eux de façon plus fair ? Parce qu'on est encore une fois, si tu prends l'industrie du game, tu as très peu d'acteurs qui gagnent énormément d'argent, qui polarisent et qui vampirisent en fait des fans, des users et tout ça, et toujours en train de prendre de l'argent et donner pas grand-chose. Donc le grand but de Xborg, c'est de se dire, nous en tant que société, on doit faire notre business, mais aussi on a une responsabilité vis-à-vis de la blockchain et de la crypto de la faire adopter à la masse. Et donc de permettre à des acteurs qui vont permettre de parler différents langages, parce qu'on parle tous différents langages, c'est ça qui va nous amener sur la crypto, de développer des écosystèmes qui permettent de faire ça. Donc Xborg, c'est vraiment une réussite assez spectaculaire, ça existe depuis 1 an. Là, on est en discussion avec les plus grandes teams d'e-sport. On a déjà signé la number one team en Suisse qui s'appelle Team BDS. Et puis voilà, ça se poursuit. Si tu as la chance d'inviter Louis, je pense qu'il sera... ça lui ferait très plaisir de venir. Tu verras, c'est un individu assez exceptionnel, à 25 ans. Très cool. Excellent, totalement. Merci pour ça également. Un autre sujet, beaucoup de gens, tu parlais de différents acteurs, tu parlais de différents projets, tu parlais de différentes visions quand tu intègres le monde de la crypto en tant que owner d'un projet et entrepreneur. Ça fait maintenant plus d'1 heure, 1 heure et demie qu'on échange, et puis même, voilà, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Clairement, on peut comprendre que votre mission, elle est, même si l'argent est important et c'est l'oxygène d'un business pour avancer, c'est pas votre objectif final. La mission est plus forte, les valeurs sont plus fortes, la vision est plus forte, mais malheureusement, dans le monde de la crypto, il y a eu beaucoup d'opportunistes et les gens qui nous écoutent vont faire face. Tout comme vous, j'imagine que vous avez été approché par d'innombrables projets pour investir dedans, lorsque, notamment avec votre Launchpad par exemple, c'est des questions, j'imagine que vous vous posez à chaque fois, est-ce qu'on va oui ou non accepter ce projet, le mettre libre accès aux yeux de toute notre communauté, ceux qui nous font confiance. Comment on fait justement pour déterminer, même si c'est assez subjectif comme question et comme réponse, un bon projet d'un mauvais projet, une bonne team d'une mauvaise team, des bonnes intentions d'une mauvaise intention dans le monde de la crypto qui est vraiment qui est finalement à mes yeux
Même si c'est un monde où il y a beaucoup d'argent, donc on ne peut pas l'éviter, c'est inévitable, mais c'est un peu le cancer de la crypto, et c'est ce qui fait que cette industrie a une mauvaise image, et c'est ce qui fait ses dérives, et c'est ce qui fait parfois ses hauts et ses bas, plus encore même que les régulations parfois. Donc ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue, toi, acteur au quotidien de l'industrie. Ouais, c'est une très bonne question. Swissborg, on se veut vraiment être un univers qui est trié, qui a trié sur le volet un peu les candidats qu'on liste. Donc si tu vas sur Swissborg, on a une 60aine de tokens, si tu veux. Donc c'est moins, par exemple, que d'autres acteurs qui vont en avoir 1000, 1500. Ouais. Mais c'est parce qu'on voit aussi, on essaie de connecter à c'est quoi la thèse d'investissement derrière. Est-ce que ces projets-là sont en train de créer un certain avenir? Parce qu'on veut donner quand même quelque chose auquel on croit. Alors bien évidemment, on est aussi dans un monde expérimental. Il faut accepter que même si tu investis dans une société avec des gens qui sont très compétents, bien intentionnés, ça peut ne pas marcher pour différentes raisons. Et c'est vrai que l'aventure entrepreneuriale, c'est aussi une question d'humain. Parfois, tu peux regarder aux individus près individuellement, mais quelle est l'alchimie qui va être créée, tu vois, quand ils sont ensemble. Et ça, je pense que toi aussi, tu es un entrepreneur et tu comprends à quel point c'est difficile. C'est un peu comme une team de foot. Complètement. Tu vois, PSG, ça fait des années qu'ils dépensaient énormément d'argent. Ils n'ont toujours pas gagné la Champions League parce qu'il y a cette étincelle qu'il faut créer. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à prédire, à mesurer. Néanmoins, je pense que, déjà, on a notre propre expérience. Donc, on a encore la chance. Swissborg, c'est pas une boîte qui a été vendue et qui a été donnée à des gens qui ont travaillé, je sais pas, chez Goldman Sachs ou tu vois, BNP Paribas ou Société Générale, et qui ont été mis parce qu'il y a un VC qui a racheté la boîte et qui ont mis à la tête des gens qui peuvent contrôler. Donc on reste quand même des founders, les gens initiaux sont là, la team initiale est toujours là. Donc on a notre propre expérience. Donc je pense que quand tu es un entrepreneur, tu développes un peu ton nez, tu vois. Nous, la majorité des projets qui vont passer sur Launchpad, je les rencontre encore. Donc on est encore une fois assez familial. Ce que j'essaie de faire en même temps, c'est les teams qui travaillent avec moi, on essaie de développer ce qu'on appelle des frameworks, donc des cadres d'analyse pour essayer de détecter. Et il y a des questions qui vont complètement sortir du cadre, tu vois, du genre combien de personnes ont des enfants, ou d'où est-ce que vous vous connaissez avant, etc., etc. Donc c'est beaucoup basé, il y a une validation technique, donc on va dire il y a est-ce que ton projet fait du sens dans le marché actuel, combien tu cherches d'argent, quelle est ta valorisation, tu vois. Et si tout ça c'est en ligne, après on passe à la composante qui est, comme tu dis, plus subjective, où là il y a beaucoup de rencontres, il y a du feeling. Des fois on rencontre des entrepreneurs et puis je dis, le gars m'a fait un discours génial, franchement, il raconte des histoires comme personne, mais je sais pas si je peux le croire. Et après tu développes aussi, moi je fais partie des gens, je préfère passer que m'aventurer dans un truc où je vais me dire à 50. Ou alors si je le fais vraiment en conscience, quoi. Et après je ferme les yeux. Et c'est vrai que tu as certaines cultures aussi, tu vois. Nous on est français, donc on a un biais vers certains indicateurs. Je sais que par exemple, à titre personnel, moi j'ai beaucoup du mal avec la culture anglo-saxonne. Pourquoi ? C'est des gens qui racontent des histoires extraordinaires, mais je trouve des fois ils sont pas très loyaux. Et moi, c'est quelque chose auquel je donne énormément d'importance. Je pense que dans l'entrepreneuriat, ta loyauté, ta résistance, elle est plus importante. C'est comme ça que je trouve qu'un projet... Parce que l'avantage de la crypto aussi, au moment où on est encore au tout début. Il n'y a encore personne, quoi. Donc, tu es porté par la force de la crypto. C'est-à-dire que si tu prends des gens qui sont assez sérieux, qui ont une vraie mission, qui vont pas être tentés de recommencer un projet tout le temps, parce que c'est comme tu dis, c'est le cancer de la crypto, c'est qu'il y a beaucoup plus d'incentives, de motivation à se dire ok, je crée un projet nouveau parce que le nouveau est plus simple, je lève 5-10 millions, puis après je passe au prochain et je recommence. Si chaque année tu fais un nouveau projet, tu vas gagner beaucoup plus d'argent que si tu fais un projet sur 10 ans. Tu vois, donc tu as besoin de connecter à des gens qui ont une vraie vision, une mission et qui sont accrochés à leurs rêves au-delà de l'incentive financier. Et c'est ça, moi, c'est un peu mon cœur de métier. Un peu mon cœur de métier. C'est un peu là où je vais parce que je pars du principe que de toute façon, on va continuer de grandir exponentiellement dans ce monde-là. Et donc, si tu as des gens bien intentionnés, qui ont une vraie vision, qui ont développé une vraie frustration, alors ça va marcher. C'est extrêmement intéressant au travers de
cette 1h30 passée ensemble, tu as évoqué beaucoup de choses, de petits détails, de petites variables qui font le succès aussi de Swissborg et qui font le succès d'un projet entrepreneurial quel qu'il soit. Et là, tu viens de mettre en exergue encore un élément, c'est justement les individus à titre individuel. Et là, si je viens plus notamment sur toi, sur la personne que j'ai en face de moi et pas juste l'entreprise ou l'entrepreneur, on voit qu'effectivement, tu es assez ouvert au monde, ouvert d'esprit, presque philosophe. T'es ouvert à la spiritualité, notamment, beaucoup. T'as fait beaucoup de références autour de ça, et c'est super agréable parce que c'est vraiment pertinent et en même temps, tu apportes une touche de pragmatisme. C'est parfois ce qui manque, je trouve, d'ailleurs, à la spiritualité. C'est pour ça que des fois, j'arrive pas à matcher, alors que là, c'est très clair. On parlait tout à l'heure d'une expérience spirituelle que tu as fait, notamment, et qui, je pense, en tout cas, c'est le dénominateur commun de beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont vécu une sorte de tournant dans leur existence, dans leur perception du monde qui les entoure, mais aussi de leur monde intérieur. Et c'est assez important, je pense, de savoir se connaître, et peut-être que cet élément fait partie, justement, des étapes qui aident chaque individu selon son feeling avec ça, à mieux se connaître. On parlait d'ayahuasca, notamment. Tu as fait l'expérience ayahuasca une fois, peut-être plus, mais en tout cas une fois, tu m'en parlais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'on entend beaucoup de choses à propos d'ayahuasca, mais je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont peut-être vaguement entendu parler de ça, mais n'ont pas forcément eu accès ou l'occasion d'écouter quelqu'un qui a vécu ayahuasca, et ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue. Ouais, et écoute, c'est vrai que c'est une expérience assez personnelle. Néanmoins, peu importe ce qu'on fait dans la vie, je pense que c'est l'ensemble de ce qu'on fait, c'est une expérience pour se connaître mieux. Ouais. Et en fait, d'être en phase avec qui on est. Je pense que on vient dans ce monde, on est un enfant, on est totalement qui on est. Et puis après, on reçoit toute cette programmation, tout ce qu'on appelle l'éducation. Et ça va créer ce qu'on appelle une dualité. Donc ça va créer la personne que tu projettes être. Et après, il y a qui tu es. Et cette dualité va créer constamment des conflits. Elle va créer du mal-être, elle va créer de la solitude, elle va créer des choses qui créent finalement cette dissonance avec qui tu es vraiment. Et je pense que ça soit l'entrepreneuriat, que ce soit les relations, tout ça, ça t'amène en fait à tester la personne que tu penses devra être et la personne que tu es vraiment, et à s'en rapprocher. Et en fait, bien évidemment, pour survivre dans notre société, on a besoin de créer un personnage. On a besoin de créer un ensemble de façades qui nous protègent, parce que c'est la seule façon de survivre. Et je pense qu'on ne peut pas s'en vouloir. En revanche, les différentes expériences spirituelles que tu peux faire, ou les différentes expériences, ça peut être tout, hein, ça peut être l'amour, etc., elles vont permettre parfois de se reconnecter à la vraie personne, à la vraie divinité, en fait, si tu veux, qui est dans chacun. Et donc, voilà, que tu fasses de l'ayahuasca, que tu partes en spiritualité en Inde, ou que tu aies juste du bon temps avec tes potes, tu vois. Ça peut être aussi, ne serait-ce que, hier on parlait, j'ai fait un tournoi de paddle. Si tu fais ça et que tu es complètement relaxé, tu vas te rapprocher de qui tu es, tu vois. Tu vas sourire, il va y avoir des choses. Et en fait, je pense que toutes ces expériences, elles permettent, mais même l'expérience entrepreneuriale, parce qu'elles te poussent tellement à bout, parfois, parce qu'elles te testent tellement à être qui tu es pour continuer à réussir, qu'en fait, c'est une chance. C'est une chance d'être plus en conscience, de dire, là, je suis en train de jouer un rôle, et puis là, j'ai qui je suis vraiment. Et le but, c'est de les faire converger pour arrêter d'être tout le temps en train de s'excuser pour qui on est. Et on est dans une société où on est tout le temps en train de s'excuser. On n'est jamais assez, il me manque ci, il me manque ça. Tu vois, je sais pas, je sors pas souvent, mais il y a 2 soirs, j'étais à une fête d'un ami qui fait de la crypto ici, et qui faisait une soirée très sympa. Et je parlais avec quelqu'un, et la première chose qu'elle me dit, je suis sorti du boulot, mais je savais pas qu'il fallait me dresser et tout ça. Il y a beaucoup de choses comme ça où tu es tout le temps en train de t'excuser, tu t'en rends pas compte, c'est inconscient. Mais tu es toujours en train de chercher des choses qui te manquent ou des prétextes. En fait, la réalité, c'est qu'on était tous amenés ici, et quelque part, il y a une mission, et on a tous quelque chose à accomplir, et on peut facilement s'égarer sur le chemin de cet accomplissement. Et donc, peu importe les armes que tu utilises, c'est une façon finalement de prendre du temps pour soi et de réaliser vraiment une introspection, et d'arrêter de se dire, de mettre des barrières, à dire par exemple, si je suis un homme, je peux pas pleurer, tu vois, ou je peux pas prendre un autre mec dans les bras et tu vois, avoir cette communion fraternelle.
Et donc, c'est des moments, et tu as beaucoup d'entrepreneurs en fait qui font ça. Moi, encore une fois, je bois pas d'alcool, je fais pas de drogue, rien de tout ça. Donc, tu vois, là, dans 20 jours, je vais partir au Népal, dans un monastère. Donc, c'est des façons en fait de m'isoler un peu du bruit, puisqu'on est dans une société où on est tout le temps connecté, quoi, tu vois. Même aujourd'hui, j'ai du mal à répondre à des potes qui m'envoient sur WhatsApp, parce que je suis sur Slack toute la journée et j'ai l'impression de toujours en fait donner mon énergie et de plus prendre de temps pour être en reconnexion avec qui je suis. Et donc, c'est une expérience effectivement qui est assez forte, voilà, qui t'amène à expérimenter. C'est des psychédéliques. Donc après, il y a des bénéfices qui sont assez reconnus, hein, pour tout ce qui est différentes choses psychiques. Et donc voilà, moi je l'ai pris vraiment comme une expérience parce que ça fait partie, je pense, de ma DNA. J'aime toujours tenter de nouvelles aventures. Donc j'y suis allé sans a priori, sans énormément d'attente. Et c'était une expérience vraiment transformative qui ouvre beaucoup de perspectives. Et je pense que dans la vie, des fois, on n'a pas les réponses. On en parlait. Et on veut tout le temps des réponses parce qu'on a tout le temps un Google, un truc comme ça. Et je pense que ces expériences-là, elles amènent un peu de poésie. C'est-à-dire être un peu, des fois, en confiance. Dire, je comprends pas tout. Et au final, on comprend pas grand-chose parce qu'on n'est même pas capable d'expliquer l'origine de notre existence. And it's okay. C'est pas grave. Je suis pas obligé de tout le temps accepter parce que y a cet instinct profond en moi-même qui me guidera. Et ça suffit des fois. C'est intéressant et ça permet aussi notamment de se connecter à ses rêves, à sa vision. On va du coup parler des rêves et de la vision. Tu sais, au départ, je te parlais nous avions un rêve il y a 5 ans, qui est la première phrase de Cyrus dans une super vidéo qui est sortie quand il y a de ça 1 an ou quelque chose comme ça. Et j'ai envie de te poser la question, c'est quoi l'objectif dans 5 ans? C'est quoi le rêve pour les 5 prochaines années? Je pense que le premier rêve, c'est d'avoir autant d'énergie qu'aujourd'hui, d'être autant authentique, tu vois, de ne pas s'être usé, si tu veux, à aller, encore une fois, dans des directions qui ne sont pas les nôtres. Et le rêve, ouais, c'est pour nous, quand on a écrit le white paper il y a 5 ans, on a dit une phrase qui est toujours restée avec moi. On dit on va mener la communauté, donc on va créer cette initiative et on va le faire jusqu'à ce que la communauté soit assez mature pour pouvoir le faire soi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de business, de façon générale, quand tu regardes en bourse, qui ont toujours cet objectif de devenir plus grand. Donc, de concentrer de plus en plus d'énergie. Moi, mon rêve, c'est d'expandre de plus en plus l'énergie. Et donc, en fait, d'avoir Swissborg comme une source d'inspiration. Xborg, c'est une matérialisation de ça pour créer un groupe d'individus, un groupe de projets, un groupe de différentes communautés qui s'inspirent du mouvement qu'on a initié et des valeurs qu'on a inscrites, mais qui est indépendant. Parce que pour moi, le futur des sociétés, on est un peu à la fin des sociétés, je pense, qui sont très unifiées, l'Europe, etc., et qui veulent toujours donner une culture, une monnaie, une langue. Non, il faut accepter la diversité et accepter que la diversité, elle peut s'unifier autour de valeurs. Et donc le grand rêve de Swissborg, c'est de ne pas devenir un groupe avec on veut 10 000 employés, 3 milliards de chiffre d'affaires, mais justement d'avoir créé assez de... Finalement, il y a une partie monétaire, bien évidemment, mais assez de consistance et de matière pour que différentes personnes puissent se rejoindre à nous et grandir leur écosystème. C'est le rêve aussi de la décentralisation. Dans la crypto, il y a quelque chose qu'on parle qui s'appelle les DAO, Decentralized Autonomous Organization. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire comment on invente des sociétés qui peuvent coopérer avec des nouveaux modèles qui ne sont pas les modèles de société actuels, parce que le paradoxe, c'est que les sociétés qu'on crée aujourd'hui, elles sont inventées, elles sont calquées sur un modèle légal qui a été inventé à un moment où il n'y avait même pas le téléphone. Ça a été inventé dans les années 1800, tu sais, quand il y avait ces bateaux qui partaient d'Angleterre pour aller au Canada ou différents coins du monde pour ramener des trésors. Et depuis, ça a très peu évolué. Donc la réalité, c'est qu'on est on le voit bien. Toi, tu es un entrepreneur, moi, je suis un entrepreneur. Tu vois la rigidité du système quand tu vas embaucher à droite, à gauche. On est dans un monde qui est complètement normé, délocalisé, il y a des problèmes fiscaux, tout est compliqué, tu vois. Et donc, et en même temps, on est dans un monde qui a besoin plus que jamais de collaborer et de s'unifier.
Et donc du coup, encore une fois, au lieu de la crypto, toute la philosophie qui vient avec le monde de la décentralisation, elle est extrêmement importante, elle est extrêmement juste. Et ça, on en fait un peu abstraction. Et donc notre but, c'est, même si on a commencé de façon très traditionnelle, puisqu'on a un échange encore centralisé, depuis le départ, c'est d'être vraiment en alignement avec les valeurs qui nous ont amenés là et de les permettre de les transmettre au maximum du monde, quoi. Et donc là, je me sentirais satisfait si un jour, je vois des initiatives qui sont créées, un gars qui dit « Tiens, je vais créer un podcast et puis on va s'inspirer sur qu'est-ce qu'a fait Swissborg et puis potentiellement on va utiliser leur token. » Et là, ça serait génial. Créer un mouvement qui vous dépasse, qui dépasse même la vision, mais qui se base sur elle-même, quoi. Exactement, ouais. C'est super intéressant. Une question, j'ai encore 2 dernières questions pour toi. C'est parmi tout ce que tu as pu voir, notamment sur le marché de la crypto en général, tu disais en 2022, il y a eu pas mal d'acteurs qui justement ont mis la clé sous la porte, ont arrêté. Vous, ça fait maintenant 6 ans que vous êtes là. Je pense sincèrement que dans 6 ans, vous serez encore là. En tout cas, voilà, te connaissant, vous connaissant, voyant ce que vous faites depuis le début, comment vous gérez la chose, etc. Qu'est-ce qui fait, justement, quand tu es à cette économie d'échelle de gestion de business, qui plus est dans un marché aussi complexe que celui de la crypto, qu'on reste solide et qu'on peut pérenniser justement sa boîte. Est-ce qu'il y a différents principes? Tu parlais de Ray Dalio, son livre Principles, qui est vraiment une bible. Et également, est-ce qu'il y a différents principes, ça me fait penser à ça, que tu aimerais transmettre aux entrepreneurs qui nous écoutent à ce sujet? Ouais, c'est une bonne question. Le premier, c'est l'authenticité. Tu as besoin d'être authentique parce que les gens avec qui tu travailles, tu peux difficilement réussir tout seul. Donc, bien évidemment, quand tu doutes, quand il y a beaucoup d'adversité dans ton business, les gens qui sont clés chez toi vont aussi commencer à douter. Donc, tu es quand même le baromètre de ta boîte. Et ça, c'est aussi important parce que quelque part, si les gens te font plus confiance dans ton business, tu as tout perdu, quoi. Donc, la première chose, c'est d'être authentique. Encore une fois, authentique, ça ne veut pas dire cacher la vérité. Ça veut dire dire les choses telles qu'elles sont et en toute transparence. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'on parlait tout à l'heure d'être soi-même. Je pense qu'il faut établir rapidement ses valeurs. Et tes valeurs, elles vont être tout le temps testées. Un bon exemple que je peux te donner, c'est si tu vois dans la crypto, si tu prends crypto.com par exemple, ils sponsorent l'UFC, le AF1. Donc, il y a beaucoup de gens qui font énormément de sponsoring parce qu'ils tombent dans cette pratique et puis ils disent voilà, il faut qu'on fasse ça, c'est comme ça qu'on va gagner les masses. Nous, chez Swissborg, depuis le départ, je dis même si on a 1 milliard sur le bank account, on ne va pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'y croit pas. En fait, on pense que c'est continuer d'alimenter le monde d'hier, alors que nous, on est en train de travailler sur le monde de demain. Donc, il faut assurer une certaine cohérence. Et c'est pour ça que je préfère investir dans des initiatives comme Xborg, qui vont demander effectivement beaucoup plus de travail et beaucoup plus de structuration, mais qui vont vraiment apporter quelque chose de différent. Tu vois, parce qu'on est là pour réinventer quelque chose. Que chaque action suive la ligne, justement. 100%. Ouais. Et c'est important de définir tes valeurs. Il ne faut pas être borné, bien évidemment. Tu vois, il faut que ce soit des valeurs véridiques et qui soient implémentables, quoi. Mais ne pas transiger dans tes valeurs, c'est quelque chose aussi, je pense, qui va permettre de pas tomber dans certains précipices. Parce qu'encore une fois, on est dans une société qui valorise et qui glorifie les succès à très court terme. Et tu as beaucoup de gens qui se définissent comme des entrepreneurs. Pour moi, je ne les définis pas comme des entrepreneurs, mais plus comme des opportunistes ou des opportuneurs, si tu veux, d'une certaine façon, parce que leur business, il va exister 6 mois, 1 an. Mais créer un business qui peut durer pendant 10 ans et qui peut se transporter, qui est juste fonction de ta volonté, ça demande un peu plus. Ça demande d'établir une ligne conductrice, d'être vraiment sur les valeurs, de passer du temps sur la vision et la mission. Il y a beaucoup de choses, je pense que pour la majorité des entrepreneurs, j'en faisais partie, qui sont un peu instinctives. Et Cyrus, c'est vraiment le paroxysme de l'instinct. C'est quelqu'un qui est extrêmement sur l'instinct, quoi, qui est intuitif, très très intuitif, qui vient des fois avec très peu de patience, parce que pour lui c'est évident, pour le reste, pourquoi ça l'est pas, tu vois. Mais justement, je pense qu'il faut faire cet effort. Moi, je suis un peu la balance qui dit, ok, pour nous c'est facile parce que on vit ça, tu vois, au quotidien. Mais prendre le temps de le poser sur papier, tu vois, de l'exprimer, de le refactoriser dans un langage que tout le monde peut comprendre, je pense que c'est essentiel, même pour toi, parce que ça te permet vraiment de pousser le concept à fond.
Et dans ces moments-là qui sont difficiles et où il y a du challenge, le fait d'avoir fait ce travail va t'asseoir dans une position encore plus confortable et encore plus, tu vas être certain de toi. Parce que t'es pas... Quand c'est trop instinctif, quand tu es testé, tu peux commencer à douter. Et tu peux te dire, mais pourquoi je suis venu là ? Et là, tu peux faire l'erreur de changer qui tu es. Et puis là, c'est le précipice parce que, encore une fois, tu es influencé certainement pas pour les bonnes raisons. Donc faire ce travail d'écrire ses valeurs, d'écrire sa vision, ce pour quoi on se bat, quels sont les intangibles, les choses qu'on ne changera jamais, c'est important. Excellent, merci pour ça également. D'ailleurs, merci pour tous les échanges qu'on a eus jusqu'ici. Si ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient ont eu autant de plaisir à nous voir et nous écouter que je n'en ai eu à animer cet épisode encore une fois, eh bien, ils peuvent nous le faire savoir en partageant la vidéo, en mettant un commentaire, en mettant des likes, en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est très important. D'ailleurs, je l'ai déjà dit au début d'interview, mais on retrouvera différents liens justement pour ce dont on a parlé, notamment... Swissborg en général sous la vidéo, que ce soit en audio ou en vidéo, et je vous invite à aller découvrir tout ça parce que c'est du solide et comme dit, c'est beau, on en parlait tout à l'heure, mais c'est beau ce que vous avez mis en place. Et je sais plus avec qui j'en discutais, je crois que c'était avec Alex justement. Voilà, j'ai pas envie de donner la parole je suis très sélectif sur les individus et les acteurs que j'accueille aujourd'hui sur le Déclic, encore plus dans les épisodes vidéo. Pourtant, j'ai de nombreuses sollicitations. Je pense qu'il n'y aura qu'un acteur, en tout cas dans mon esprit à l'heure actuelle, autour de la crypto. Et dans ma liste initiale, vous étiez clairement sur la liste. Il y en avait 3 en transparence. Okay. Donc je suis super content d'avoir fait cet épisode avec toi. Parce que c'est vraiment important pour moi de véhiculer des messages avec lesquels je suis aussi aligné. Tu parlais de valeurs. On a les mêmes valeurs. Donc je te remercie pour ça. Dernière question. À chaque fois, je la pose à ceux qui passent sur le Déclic, c'est parmi tout ce que tu as partagé dans l'épisode, est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui a été que tu n'as pas encore partagé dans l'épisode, qui a été comme un déclic pour toi, que ce soit sur le plan pro ou sur le plan perso, ça limite crée une transformation identitaire chez toi et c'est resté en toi depuis. Ça peut être il y a 1 an comme il y a 30 ans. Peu importe. Ta carte blanche pour le mot de la fin. Cool. Bon, et avant qu'on arrive là, encore une fois, bravo pour ton podcast. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, je pense que ce qui reste avec moi, c'est un peu... Des fois, ma copine, elle est estonienne, comme on en parlait. Elle dit, des fois, je demande à la vie... Teach me, but teach me gently. Donc, donne-moi un message, mais il ne faut pas que ça soit trop fort. Et je pense que on est tous... y a beaucoup de messages qui sont cachés dans nos expériences. Et au début, ils sont subtils, puis au fur et à mesure du temps, ils se renforcent, tu vois. Et tu as 2 façons de les interpréter. Soit tu diras, j'ai pas de chance, pourquoi, etc. Soit en fait, tu te mets dans un mindset où tu te dis, il y a peut-être des choses qu'il faut que je change et j'évolue. En fait, la phase dans laquelle je dois évoluer est devant moi et il faut que je l'accepte. Et c'est pas toujours facile parce que ça demande d'accepter de laisser le connu pour aller vers l'inconnu, et c'est toujours la période de transformation et de croissance qui est la plus difficile. Et finalement, c'est marrant parce que, comme je disais, quand je venais, j'écoutais ton podcast, le dernier podcast que tu as fait, et que tu écoutes tes sportifs. Moi, je regarde beaucoup l'UFC, je regarde beaucoup les sportifs de façon générale, je lis beaucoup de choses d'entrepreneurs. Tu as toujours ce dénominateur commun où les gens disent « j'ai été fait pour ça ». J'ai été guidé d'une façon, même si je me suis écarté, à un moment j'ai été ramené. Et tu as un peu cet aspect un peu mystique, tu vois, où finalement tu as un espèce de guide qui est invisible, mais qui va te mettre dans des chemins. C'est juste que des fois tu décides de l'ignorer. Et la chose qui m'a fondamentalement changé, c'est qu'effectivement pendant, je pense, une grande période de ma vie, j'ai ignoré beaucoup de signes et j'ai pas accepté d'être qui je suis, qui est un entrepreneur créatif. Et donc je me suis beaucoup, ma méthode de pensée était beaucoup axée à essayer de comprendre, mais qu'est-ce que le monde attend de moi ? Et donc je faisais beaucoup les choses pour faire plaisir aux gens. Et donc je me suis retrouvé beaucoup dans des situations où je me disais, notamment quand j'étais à Londres, je me disais, attends, je suis plus intelligent, plus travailleur,
et je réussis pas autant que les autres. Pourquoi? Et j'ai senti beaucoup de frustration. Et au moment de créer Swissborg, c'est la première fois de ma vie, et je pense que c'est parce que j'ai été mis sur mes genoux beaucoup de fois, tu vois, d'une certaine façon, quoi, beaucoup de up and down, etc., et beaucoup de frustration, d'incompréhension, mais pourquoi? Première fois de ma vie où j'ai dit, je vais créer une boîte, je vais pas chercher à comprendre qu'est-ce que les gens veulent, mais moi, je vais venir avec moi ce que je pense. Et les gens, ils pourront aimer ou pas aimer, je m'en fous. Parce que je vais faire ça un peu comme, peut-être comme un artiste. Je vais venir avec la notion où moi je pense qu'est-ce qui est juste. Et je vais pas me soucier de savoir est-ce que Bitcoin c'est mal vu, est-ce que la crypto. Non, je vais faire quelque chose qui, je pense, au fond de moi, est juste. Et en fait, quand tu fais ça, bah, tu écartes une majorité de gens, mais tu rallies très très fort peut-être une minorité, ou peut-être une large majorité, une minorité, qui en fait pensent la même chose que toi, et qui ont envie de s'associer à toi, et qui vont te donner l'énergie et le pouvoir de continuer d'avancer, et qui vont t'identifier potentiellement comme un leader, ou quoi, comme quelqu'un qui va pouvoir exercer ce que eux n'ont pas le temps, n'ont pas le courage, ou pas l'énergie de faire. Et ça, je pense que c'est le plus fondamental dans la vie, c'est arrêter de se poser la question de savoir mais qu'est-ce que les gens veulent, ou qu'est-ce que la société veut, mais se concentrer, qu'est-ce que toi tu veux, et qu'est-ce que toi tu as à dire et à apporter, encore une fois, en toute authenticité et sans stratégie. Et il m'a fallu énormément de temps pour en arriver là. Et c'est quelque chose qui a fondamentalement changé parce que, effectivement, c'est pas tous les jours facile de vivre par cet étau. Mais quand je sens que je me sens pas bien, qu'il y a des choses que je me sens pas en bonne balance et que quelque chose va pas, je reviens à ce principe de base de dire mais qu'est-ce que tu veux au fond? Et ça donne une dimension qui a tout le temps tout changé, que ça soit dans mes relations, que ça soit dans le business, que ça soit dans le sport, dans n'importe quoi, et ça a vraiment transformé ma vie. Donc ça n'a pas été facile pendant longtemps parce que je me suis heurté encore une fois à beaucoup d'échecs d'une certaine façon, mais elles m'ont amené ici et elles m'ont amené à être de plus authentique finalement. Et c'est ça, je pense, la chose qui m'a le plus transformé, c'est avoir eu la chance d'être dans une position où je pouvais parler ma propre vérité et d'avoir réussi plus que sans stratégie, d'avoir réussi tous les objectifs aussi bien financiers qu'intellectuels, que de reconnaissance, que j'aurais jamais réussi si j'avais suivi une stratégie, et pourtant j'avais été persuadé qu'en suivant une stratégie j'y arriverais, et d'avoir en fait été juste moi-même, et d'avoir eu ça comme un effet collatéral, mais que la plus grande mission c'était justement de parler ma vérité, plutôt qu'autre chose, quoi. Merci Anthony. Merci à toi.